Des récits troublants de cas réels, documentés et déclassifiés. Des histoires poignantes, ignorées, étouffées et ridiculisées. Des témoignages du Kidam, de pilotes, de militaires et d'enquêteurs. Des phénomènes qui défient la logique et la science, venant ainsi se confronter au silence. Notre invité, Egon Kregel, journaliste, auteur et spécialiste des phénomènes inexpliqués, nous emmène au cœur des rencontres qui défient, depuis plusieurs décennies, le FBI et le Pentagone. Installez-vous confortablement et préparez-vous à une rencontre pas comme les autres, sur Âme des Signes, la plateforme des rendez-vous quantiques et holistiques. Il est l'un des enquêteurs les plus discrets, mais aussi des plus respectés dans le monde fascinant et controversé de l'ufologie. Il est journaliste, écrivain, musicien et spécialiste reconnu dans les phénomènes inexpliqués depuis plus de 20 ans. OVNI, mystère du cosmos, expérience de conscience élargie, apparition, synchronicité. Il enquête sans sensationnalisme, avec rigueur et ouverture, sur ce que notre société préfère encore ignorer ou ranger dans la case de l'irrationnel. Ses reportages, ses livres, ses conférences ont marqué de nombreux chercheurs curieux et éveillés. Il ne cherche pas à convaincre, il invite à regarder autrement. Et c'est pour l'un de ses ouvrages que nous l'invitons justement aujourd'hui. Nous allons plonger dans un univers fascinant concernant plus d'un demi-siècle d'archives ufologiques. Préparez-vous à voyager à travers différentes histoires recensées et documentées avec parfois, voire souvent, des preuves à l'appui et qui ne manquent pas d'inconforter les plus grandes officines des services secrets à travers le monde. Egon Kregel, bonjour et merci pour ta présence parmi nous. Bonjour à vous et en tout cas merci de cette invitation, ça me touche. Je suis ravi de pouvoir échanger des histoires incroyables avec vous. C'est un bonheur de passer cette soirée ensemble. Je ne manque pas de saluer, comme à mon habitude, ma copilote au féminin qui est, je le rappelle, consultable sur la plateforme francophone de référencement Âme des Signes. Tamara, bonjour. Salut Rudy, salut Egon, merci pour cette invitation aussi, parce que là ce soir on est invité à décoller, à ouvrir grand nos oreilles, à rêver peut-être comme des enfants aussi, en direction des étoiles. Donc merci Egon pour ta présence. On tient à vous annoncer très brièvement que la place de marché au-delà propose d'ores et déjà une 50aine de formations certifiantes pour les thérapeutes en herbe qui souhaitent approfondir ou développer des compétences particulières à des tarifs plus qu'abordables, souvent à moins d'une centaine d'euros. D'ailleurs, Tamara, si tu peux nous rappeler environ combien de pratiques sont d'emblée disponibles ? On a presque une 50aine de formations. On les a sélectionnées avec les critères certifiantes. Il y en a quand même pas mal qui sont aussi en certifié Calliope, donc qui sont prises en charge. Ça a été nos critères de sélection, que vous puissiez en ressortir aussi avec une approche, que ce soit personnelle ou professionnelle, mais avec, si vous aviez envie de vous professionnaliser avec ces formations, c'est possible aussi. Au-delà.net, vous avez également une partie du catalogue directement accessible depuis notre chaîne YouTube dans l'onglet boutique. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. OVNI, les rencontres qui défient le FBI et le Pentagone, paru en 2023 aux éditions Max Milo. Egon, cet ouvrage, il recense 56 cas de rencontres avec des extraterrestres, alors des RR2, RR3, RR4. On est toujours un peu perdu avec le jargon ufologique. Pour ma part, pour la plupart d'entre nous, il s'agit principalement de rencontres du troisième type, mais j'imagine bien qu'on a tort de généraliser de la sorte. Est-ce que tu peux nous corriger rapidement là-dessus ? Alors, c'est une grille de lecture concernant ces phénomènes étrange qui avait été proposé par le père de l'ufologie scientifique qui s'appelait Alan Hynek. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu toujours pléthore d'observations. Ces étranges phénomènes se manifestent souvent par vagues. Il fallait bien poser une grille d'analyse. Et donc, Alan Hynek a proposé cette grille d'analyse, qui est toujours en vigueur aujourd'hui d'ailleurs, qui se classe de la façon suivante. D'abord, il y a les rencontres du premier type, rencontres rapprochées du premier type. Ça, c'est lorsque l'on aperçoit une lumière dans le ciel, assez loin. Donc RR1. RR1, voilà, les rencontres rapprochées du premier type, c'est lorsqu'on voit une lumière dans le ciel. Mm-hmm. On voit quelque chose qui passe dans le ciel, un phénomène lumineux. C'est une RR1, voilà. D'accord. La RR2,
C'est quand on aperçoit un objet, mais qui a une incidence à ce moment-là sur notre environnement. Soit l'objet a laissé un cercle brûlé, par exemple, dans l'herbe, a brisé des branches, ou a eu une interaction parfois délétère sur le témoin. C'est-à-dire, souvent, une grande partie des témoins ont souffert d'effets secondaires dommageables. Hein. Ça peut aller d'une irritation de la peau jusqu'à des morts, jusqu'à des personnes qui l'ont payé extrêmement cher. Donc là, c'est la RR2. Lorsque, par exemple, en 54, en France, ces objets arrêtaient les moteurs de voiture, c'est une RR2, voilà, parce qu'il y a une incidence sur notre environnement. D'accord. La RR3, ça commence à devenir très intéressant, c'est lorsque les témoins du hasard aperçoivent à l'intérieur d'un objet qui est posé ou à proximité de cet objet des personnages, des entités, on va les appeler comme on veut, des spationautes, des extraterrestres, des ufonautes, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des personnages. La RR4, c'est lorsque ces témoins, en fait, ont une interaction réelle avec ces créatures. Ah oui, d'accord. Voilà la grille de lecture. Alors, j'aime toujours préciser une chose, c'est que cette grille de lecture qui avait été proposée par Alan Hynek a profondément inspiré le cinéma, puisqu'à l'époque où Alan Hynek et travaillé avec Jacques Vallée, notre plus grand ufologue en fait, avait publié ce livre et ce livre est tombé entre les mains d'un jeune cinéaste très prometteur en herbe qui s'appelait Steven Spielberg et Spielberg s'en est jamais remis. Et d'ailleurs, il a immédiatement fait un film qui s'appelle Rencontre du troisième type et que voilà, qui est un des films iconiques sur le sujet, traitant du sujet. Donc là, si j'ai bien suivi, sur le livre qui nous intéresse aujourd'hui, ton dernier ouvrage, on est exclusivement sur des rencontres de type 4. Les deux. Il y a des RR3, il y a des rencontres où simplement les témoins aperçoivent et les décrivent en disant j'ai vu quelque chose de très bizarre, ils les décrivent, donc ça c'est vraiment des RR3. Et puis parfois il y a un étrange dialogue qui s'instaure. Le cas de Jane Ingley, par exemple, en Angleterre, je pourrais vous en parler, c'est un de mes cas préférés, c'est absolument incroyable, Un voyage non dénué de heurts. Tu précises, j'ai alors conscience, il est vrai, de proposer le livre le plus inconfortable, le plus embarrassant qui soit. Brandir, bravache, un catalogue d'entités non humaines peut sembler être une expérience des plus hasardeuses. Les plus pragmatiques invoqueront les symptômes d'une dérive irraisonnable. Les passionnés d'UAP, donc d'OVNI, dénonceront une énième tentative de brouiller la face tangible d'un phénomène où chacun, au fond, se mire avec ses propres traits. Des milliers de témoins disent avoir aperçu, près d'OVNI au sol, un florilège de promesses célestes, pur délire, méprise collective, fanfaronnade pour attirer l'attention. Là, tu poses des questions dès le début. Alors, c'est ce qu'on disait avec Tamara, c'est un ouvrage quasi journalistique. On a eu l'impression de retrouver un petit peu la même patte que Pierre Jovanovic sur son enquête sur l'existence des anges gardiens. Tu as mis énormément de sources, tu as pris le temps de te documenter. De toute manière, tu as travaillé aussi avec les médias dominants auparavant. J'ai vu que tu es passé sur C8, M6, tu passais aussi à la radio. Donc, tu as ce processus assez méticuleux à chaque fois dans ton travail que tu mets en œuvre. Et c'est là où c'est passionnant. C'est pour ça qu'on va aller dans chacune des aventures. Tout au moins, on va encore une fois ne pas citer tous les cas qui sont présents dans le livre. On va vous inviter à vous le procurer, mais on va essayer de développer le plus possible et on va y aller dans un ordre chronologique. En parlant de chronologique, tu dis à un moment dans l'ouvrage, rien n'a changé, un demi-siècle plus tard, rien n'a vraiment changé. Même si un rapport préliminaire de 9 pages rédigé par les experts militaires du Pentagone reconnaît la présence d'intrus célestes non identifiables, il est mal vu de conjecturer davantage. On admet certes quelques lumières fugaces, mais évoquer ces cas où de paisibles citoyens prétendent avoir entrevu des créatures descendues de ce couple et vous n'obtiendrez que des haussements d'épaules ou des moues dubitatives. Oui, il faut savoir que dès les années 40, on parle d'apparitions étranges dans le ciel. Un des cas fondateurs est la bataille de Los Angeles, c'est une histoire absolument insensée en 1942. C'est quelques temps après Pearl Harbor. Los Angeles est survolé par des objets mystérieux. En une nuit, la ville est en état de siège. Il faut savoir que les militaires ont tiré 1430 obus. Donc, dès 1940, dès les années 40, on parle d'objets absolument incroyables. Et puis, avec le temps, on commence à aborder la possible présence d'êtres étranges, de pilotes étranges. Et là c'est la panique. Alors, déjà que, on va dire, les RR1, c'est-à-dire observer un drôle d'objet, un objet sur lequel butent toutes nos tentatives d'identification, c'est pas commode. Mais alors, quand à côté ou à l'intérieur, on aperçoit des créatures bizarres, pléthore une giboulée d'êtres baroques, comme j'ai l'habitude de dire, ça a semé la panique. Et même les tout premiers ufologues et enquêteurs qui étaient convaincus de l'existence de ce phénomène ont eu tendance dès le début à glisser
le sujet sous le tapis, c'est-à-dire à poser un énorme couvercle sur ces histoires d'entités, parce que ça les gênait beaucoup. Tu parles des Belluaire et des pionniers, il faut attendre les années 1960, hein, tu précises, donc on parle de Paul Thomas, de Michel Carrouge, de Jacques Vallée, bien entendu, de David Webb, Charles Bowen, René Fouéré, Raymond Lavier, Jane Ferguson, pour ceux que je connais personnellement, et d'autres, hein, Marie-Thérèse de Brosse également. Alors, Marie-Thérèse de Brosse est très important parce que Marie-Thérèse a vraiment écrit le livre en fait sur les enlèvements, hein, ce qu'on appelle les abductions. C'était absolument inédit. C'est un livre référence qui est pour tout curieux et tout amateur du sujet. Et c'est un livre indispensable. Marie-Thérèse avait fait un travail qui force le respect. Et néanmoins, tu stipules, il fallut à ces auteurs semblables aux Belluaire des arènes romaines affronter d'autres fauves. Moquerie, arrogance, étouffement, conformisme ou rationalisme à pied plat. Le rationalisme à pied plat qui fait tant de mal, en fait. Ouais. Mais ça sent un tout petit peu l'hypocrisie, hein, parce qu'on a l'impression, comme tu le remettais en lumière, c'est que ça prend déjà beaucoup de temps, plusieurs décennies avant de commencer à murmurer qu'éventuellement peut-être des objets volants non identifiés, pourquoi pas. Mais par contre, il faut qu'il y ait personne qui les ait fabriqués, il faut qu'il y ait personne qui les commande, quoi. Hein. Donc il y a un petit air déjà dès le début de l'ouvrage, on se dit bon, alors il y a des choses on n'en dit pas tout, il va falloir aller creuser, investiguer. C'est-à-dire déjà on ne peut pas dissocier ce dossier de ce qu'on appelle la désinformation. C'est-à-dire que dès qu'on aperçoit certains objets non conventionnels, les grandes instances balaient le sujet absolument, ou en tout cas le garder secret, disqualifient les témoins et veulent garder le secret. Puisque je vous parlais d'Alan Hynek, ce qui est très intéressant, c'est que Alan Hynek, donc le père de l'ufologie scientifique, a d'abord commencé sa carrière en étant engagé par l'Air Force dès 1942 pour faire ce qu'on appelait du debunking. Eh oui. Le fameux. C'est pas du tout une légende, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il était payé par l'Air Force pour se rendre sur les lieux d'observation et dire ah ben non, ce que vous avez vu, c'est juste c'est la planète Vénus. Non, vous avez vu, c'est un ballon météo, etc. Jusqu'au jour où il était à court d'arguments, il a fini par leur dire ce que vous avez vu, c'est le gaz des marais, parce que vous savez, les marais, par exemple, la végétation dans les marais, en se décomposant, ont tendance à dégager du méthane et parfois ce méthane s'enflamme et ça s'appelle du gaz des marais. Comme là, on avait des dizaines et des dizaines de témoins qui avaient vu un bel objet solide, ça a fait rire absolument tout le monde. Et suite à ça, Alan Hynek il a encaissé le coup, il a complètement tourné Kazakh et lui qui avait engrangé une documentation énorme sur ce phénomène, a créé ce qu'on peut appeler les X-Files, c'est-à-dire qu'il est devenu un véritable enquêteur. Intéressant, merci pour la référence, on ira fouiller. En tout cas, on a tous eu connaissance de ce film et de cette série X-Files qui, selon certains aussi, serait inspiré de faits réels. Alan Hynek est à l'origine en fait de ces X-Files, c'est-à-dire qu'on savait qu'il existait comme ça des piles de documents qui étaient un petit peu planqués dans des tiroirs et le premier à avoir travaillé justement à trouver, inventorier tous ces documents, c'était Alan Hynek. Allez, on commence à entrer dans la tanière du lapin avec la vague d'OVNI de 1954 et on va commencer en premier lieu d'abord. Tu parles d'une vague sans précédent. Tu dis qu'entend-on exactement par vague d'OVNI? Ce terme lancé par l'officier américain Edward G. Rupert, qu'on connaît bien même en France, se veut la traduction française du terme anglo-saxon flap. Il désigne une période où les observations d'objets volants mystérieux se multiplient, un laps de temps où l'on note un accroissement de témoignages à l'intérieur d'un pays ou d'un territoire déterminé. Ces témoignages sont alors répercutés par la presse et les médias. Entre affolement et fascination, le temps d'un quadrille cosmique, on ne parle que de ça. Et là, on enchaîne sur l'été 1947 avec le cas Roswell. Et alors, moi, j'ai une question, je ne sais pas si on te l'a déjà posée, mais c'est important. Cette année 1947, c'est les origines de l'ufologie avec l'affaire Roswell, mais pas que. Également, et étrangement aussi, une année charnière qui a posé les jalons de notre ère moderne. Et là, on a eu cette même année, l'année où on parle des ovnis, on n'en parlait pas avant. C'est important de le préciser. Alors il faut savoir, on parlait de la vague de 54 en France, qui a touché la France, mais qui a touché aussi l'Italie, qui a touché la planète entière. Je vous en parlerai après. Mais la première vague connue, c'est 1947. Avec l'affaire Roswell. Et avant, c'est le désert. On n'a aucune information sur le phénomène OVNI. L'ufologie n'était pas née, entre autres. Alors voilà, avant, il y a beaucoup d'observations, mais de toute façon, le phénomène n'est pas nommé.
Quand on voit par exemple ce qu'on appelait les Foo Fighters de la Seconde Guerre mondiale, les pilotes voyaient partout, hein, les pilotes français, les pilotes britanniques, les pilotes allemands, voyaient dans leur couloir de vol des espèces de boules, plusieurs couleurs, certaines étaient métalliques, d'autres translucides, qui jouent avec les avions. Quand j'ai retrouvé les rapports militaires de l'époque, les pilotes les désignaient sous des noms, appelaient ça The Light, la lumière, ou The Thing. C'est-à-dire que tout ça reste extrêmement flou. Tant qu'une chose, de toute façon, n'est pas nommée, on a du mal à se pencher sur ce qu'elle est vraiment, à enquêter, et elle ne peut pas d'ailleurs s'introduire dans l'ensemble de nos données culturelles. Donc, il faut habiller sémantiquement un phénomène pour que d'un seul coup, il prenne corps. Ouais, c'était largement marginalisé, et donc cette année 1947, symbolique, marque aussi le début de l'invention du transistor, ce qui a ouvert la voie aux ordinateurs et à la communication moderne, l'invention du téléphone mobile, l'invention de l'hologramme, l'invention de l'holographie, donc l'amélioration des microscopes électroniques, l'invention du Polaroid, la photographie instantanée, l'invention du premier jeu vidéo CRT Amusement Device, la découverte de la datation au carbone 14, l'invention de la première pile atomique, l'invention de la première horloge atomique, on passe du temps astronomique au temps atomique. En 1947 aussi, on connaît le premier bug informatique historique. On dispose des premières photos soi-disant officielles de la Terre fournies par la NASA, ce qui nous renvoie d'ailleurs au projet Paperclip. Les limites de vitesse sont elles aussi dépassées avec le franchissement du mur du son le 14 octobre 1947. C'est aussi l'année durant laquelle on a pu observer le plus de taches solaires recensées jusqu'à encore à ce jour. On découvre par ailleurs la même année, les manuscrits de la mer Morte, dont près de 900 parchemins sont découverts dans des grottes, parmi lesquels tous les livres du Nouveau Testament. On assiste à la première campagne de vaccination massive, notamment pour le DT polio et pour les tétanos, et une course à la normalisation. Et quand je dis une course, c'est une course parce qu'on a la normalisation du commerce et des douanes, les normalisations agricoles, les normes ISO, et la réglementation sur l'usage des fréquences, ce qui va déterminer toute l'organisation actuelle, en fait, encore à ce jour. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé en 1947 ? Concernant le sujet qui nous intéresse, c'est une année intéressante parce qu'on peaufine aussi le radar. Hein. Oui. Tant que le radar n'était pas au point, les routes du ciel restaient terra incognita. Hein. On ne savait pas trop ce qui se passait. Puis à partir de ce moment-là, et puis il y a les progrès de l'aviation aussi. C'est incroyable, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a pléthore d'inventions, les aéronefs deviennent extrêmement sophistiqués. Donc, ingérence extraterrestre ou pas ? C'est la question qui nous vient. En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que les États-Unis, par exemple, ont connu une vague colossale. On a recensé 850 observations entre le mois de juin et le mois de juillet. 850 observations. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc c'est énorme sur 48 États aux États-Unis. Donc c'est totalement, ça couvre le pays. Et c'est de toute façon une année cardinale en ce qui concerne les ovnis et en ce qui concerne aussi, comme tu le spécifiais avec justesse, c'est aussi une année cardinale pour l'histoire humaine. Vu le nombre d'inventions, le nombre d'explosions technologiques, enfin voilà. Alors pourquoi une concentration déjà au niveau des États-Unis ? Premier point. Second point, pourquoi certains disent effectivement qu'on a eu la rétro-ingénierie à partir de ce moment-là ? Parce que quand on voit tout ce qui sort au grand public, tout ce qui apparaît, toutes ces inventions, on se demande, mais il y a forcément un lien, c'est QFD. Oui, je sais. Alors, ce sont des hypothèses. Hein. Oui, bien entendu. Tant qu'on n'a pas, enfin, moi, tant que je n'ai pas de preuves formelles, mais c'est vrai que ce sont des hypothèses qui courent. Il semblerait qu'à Roswell, dès juillet 47, on ait récupéré, dit-on, des objets exogènes et des créatures. Il semblerait, dit-on, que à partir de là, on découvre le laser, on découvre les puces miniatures, on découvre un métal particulier qui va devenir le Kevlar, par exemple, etc. Donc, mais ce sont effectivement des hypothèses qui circulent sous le manteau, mais je les entends avec gourmandise, hein, mais je ne les rapporte pas tant que moi, je n'ai pas de preuves formelles. Voilà. Alors, vous avez vu comment un peu je travaille, donc j'entends beaucoup de choses. On m'a confié beaucoup de choses. Quand j'étais aux États-Unis, des militaires à la retraite m'ont confié des choses absolument incroyables sur Roswell, sur ce qui s'est passé en 47. Mais tant que je n'ai pas de preuves, je préfère les garder dans ma poche avec un mouchoir par-dessus. Et puis le jour où peut-être on aura accès à des documents qui prouveront la véracité de ces faits, j'en parlerai. Mais il faut être très prudent. Je pense qu'il faut être très prudent, c'est-à-dire pour
pour garder une certaine crédibilité, pour rester audible aussi, il faut rester factuel et prudent parce que c'est un sujet qui tend le flanc aussi à toutes les excentricités, à tous les excès, à certaines gourouisations. Il faut faire aussi très attention. Les galactiques. Les fameux. Et on a Raël, on a aussi le cas de Raël, qui aurait vu dans un cratère, qui aurait rencontré des Elohim dans un cratère, qui lui aurait confié les secrets de la planète, et qui l'aurait adoubé avec Yeshua de Nazareth et Bouddha, etc. Bon, il faut rester très prudent. D'abord, évacuer le processus de croire. J'ai coutume de commencer mes conférences en disant « on ne croit pas ». Certaines personnes viennent me voir souvent et me disent « Ah, Egon, alors, dis-nous la vérité, est-ce que tu crois aux ovnis ?» Je dis « Non, je ne crois pas aux ovnis parce que nous ne sommes pas en religion, nous ne sommes pas dans une synagogue, nous ne sommes pas dans un temple, nous ne sommes pas dans une cathédrale. Si vous voulez savoir un peu plus, vous relevez vos manches et puis vous allez rencontrer des pilotes militaires, des pilotes civils, des astrophysiciens, enfin tous ces acteurs qui travaillent en relation avec le ciel. Et puis vous fouillez les archives, mais on n'est pas là pour croire. La croyance, la superstition en ce qui concerne ce dossier, ce sont les pires pièges. Et ça crédibilise d'autant plus ton travail. On évacue les hypothèses spéculatives, on entre dans le vif du sujet. 7 ans plus tard, en 1954, la France a des préoccupations plus terre-à-terre, déchirée entre deux conflits. Elle met fin à la guerre d'Indochine et débute au mois d'août une guerre en Algérie qui à la fois l'éreinte et l'embarrasse. Ce même mois, on assiste le cœur lourd aux premières obsèques nationales accordées à une femme. La grande Colette, romancière inégalée, s'installe pour un dernier repos au Père-Lachaise. L'immense Colette. Et puis soudain, le ciel d'automne est le théâtre de manifestations aussi extraordinaires qu'incongrues. En quelques semaines, on aperçoit des soucoupes volantes partout. La presse se déchaîne, les martiens s'invitent dans chaque foyer. C'est en 1954 que les Français vont vraiment découvrir le phénomène des soucoupes volantes et des martiens. Mais alors, ça vient d'où, ce rapport fait directement avec les martiens ? C'est une histoire ancienne, en fait. C'est une histoire ancienne. C'est-à-dire que la question « sommes-nous seuls dans l'univers » a traversé toute l'histoire de la philosophie, de l'Antiquité grecque jusqu'au monde moderne. Et les premiers qui se sont posé la question, en fait, regardaient la Lune. On parlait sans doute d'une présence de civilisation vivant sur la Lune. Et puis après, en poussant un peu plus loin, en inventoriant nos planètes, en découvrant, en les nommant comme ça, mais il y a eu Mars. Alors Mars a cravaché toutes les imaginations jusqu'au 19e siècle. Un immense scientifique au 19e siècle, qui est à la fois un philosophe, un poète magnifique, essentiel, qui s'appelle Camille Flammarion, qui a écrit des ouvrages sur la pluralité des mondes habités, par exemple, et a beaucoup travaillé sur Mars. C'est-à-dire que dès qu'on a pu observer Mars, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses bizarres. On pensait qu'il y avait des canaux. On pensait que Mars était irrigué. Donc, automatiquement, on s'est dit, ça y est, il y a de l'eau, il y a des canaux. Donc, il y a des travaux qui ont été réalisés sur Mars par des entités. Donc, Mars est habité. Voilà. En fait, c'est une vieille histoire. Hein. C'est un marronnier, l'histoire de Mars habité. Et j'ai retrouvé, par exemple, la première vague que l'on connaît, au fait, s'est passée aux États-Unis en 1896 et 1897. Où les États-Unis ont été massivement survolés par des objets qui s'appelaient les airships, c'était des sortes de dirigeables. C'était bien avant l'avènement des grands dirigeables. J'ai retrouvé plusieurs papiers où les journalistes supputaient qu'en fait, ces objets venaient de Mars. Donc, en tout cas, au 19e siècle, ça bruissait de partout, comme quoi, si on apercevait des créatures bizarres, elles venaient de Mars. Alors, au passage, c'est quand même avec un martien, dans le livre, qu'il y a une interaction avec de la communication, hein, il y a avec un petit être, justement, qui dit venir de Mars. Ça fait partie des interactions directes qui sont répertoriées dans le livre. Oui, alors, de toute façon, les interactions et les dialogues sont extrêmement étranges, hein, parce que, mais oui, Mars revient quelquefois. Pas que, il y a Jupiter aussi, avec un caillou qui vient de Jupiter, une pierre. Certains disent qu'ils viennent des Pléiades, les Pléiadiens, enfin, etc. Donc, bon, en tout cas, notre système solaire et au-delà de notre système solaire semble fasciner et avoir des interactions avec nous. Mais bon,
Non, maintenant, tout ça reste de la spéculation et de l'hypothèse. La grande question qu'on pourrait poser, première grande question, est-ce que ce phénomène est vraiment d'outre-espace, c'est-à-dire extraterrestre? Il y a plusieurs hypothèses aujourd'hui officielles, qui sont absolument officielles. Hein. Il y a quand même beaucoup de cas où on est sur des sortes de prélèvements. Ça intrigue. Qui fait ça, si c'est pas une autre civilisation qui vient étudier? C'est la grande question, mais est-ce qu'il y a une autre hypothèse maintenant qui est sur la table, qui rentre dans le débat public, l'hypothèse interdimensionnelle? La mécanique quantique a tendance à dire que nous ne vivons plus dans un univers, mais dans un multivers. Donc, est-ce qu'il y a des formes de vie, des formes d'énergie qui sont capables de passer d'une brane, les branes, ce qu'on appelle justement les dimensions d'une brane à l'autre, et venir nous visiter? Pourquoi pas? Est-ce que ce sont des voyageurs du temps, nous-mêmes du futur, des voyageurs du futur nous-mêmes qui avons réussi à maîtriser le voyage dans le temps et qui reviennent nous voir? Il y a des tas d'hypothèses aujourd'hui. Alors si c'est le cas, je vous fais un petit spoiler. Dans le futur, on va tous adorer les justes au corps. Visiblement, ça fait partie quand même des points communs. Si ces visiteurs viennent de demain ou d'après-demain, bon, la mode sera au juste au corps. Hein. Combi serré, moulante pour tout le monde. Bon, on va digresser, développer un petit peu sur ces points généraux après. Je veux vraiment qu'on puisse aller dans cette chronologie. Donc, on revient sur 1954. Donc, on parle de cette véritable invasion durant les mois d'automne. Un balai ininterrompu d'ovnis envahit les cieux de l'Hexagone. Oui, c'est surtout novembre et décembre 54, c'est absolument incroyable. Ouais. Si vous avez la chance de pouvoir avoir accès à la presse de l'époque, chez les antiquaires, et vous allez voir que tous les journaux, la plupart des journaux entre novembre et décembre 54 parlent de soucoupes volantes. C'est la couverture de tous les journaux à l'époque. Au micro, le France Inter, le vendredi 1er mars 1974, Claude Poher, ingénieur en aéronautique et en astronomie, précise « En 1954, nous avons eu jusqu'à 60 observations par jour. » Donc, c'est des observations qui sont effectuées par le Kidam, par des gens lambda, mais aussi par des spécialistes et des professionnels, mais aussi par des fonctionnaires. On n'est plus trop dans le spéculatif, là, Egon. On n'est plus du tout dans le spéculatif. Et j'ai même retrouvé ce qui est étonnant, parce que c'est vite rentré, ça a vite infiltré les médias, parce que j'ai même retrouvé le premier télétrottoir de l'histoire de la télévision française. Imaginez-vous que le premier télétrottoir, c'est un journaliste qui se baladait avec un gros micro dans la rue et qui demandait aux gens « Est-ce que vous croyez aux soucoupes volantes et aux martiens ?» C'est absolument beau. Et puis les réponses sont absolument magnifiques. C'est jubilatoire de retrouver cette espèce de capsule temporelle. On retrouve la couleur d'un temps passé et c'est très mignon. Donc non, c'est pas du tout spéculatif. Ça prouve à quel point c'est rentré dans notre culture. Ça a été un véritable choc. Et on a déjà une esquisse qui se présente à nous, un portrait. On peut dégager 3 constantes suivantes. Tu nous précises que les témoins observent des engins inconnus d'apparence métallique, type soucoupe, ainsi que leurs occupants. Donc là, on est sur des RR3. Les personnages aperçus ou martiens sont de petite taille. Ils mesurent entre 1 mètre et 1 mètre 20. Ils portent des combinaisons ou des sortes de cuirasses. Alors, le juste au corps dont parlait Tamara. On parle alors de scaphandriers, de bonhommes Michelin ou d'enfants sous cellophane. Peu hostiles, ils tentent parfois un geste amical envers les témoins épouvantés. Certains semblent se comporter de façon puérile, avec une insolence dépourvue de malice. La chronique rapporte également la présence du phonaute ressemblant à s'y méprendre à des humains normaux, mais se comportant de façon absurde et gauche. C'est à peu près les 3 grandes lignes, les 3 grands aspects qu'on a pu dénoter dès le début, dès ces années 50. Et on a à cette époque-là un premier enquêteur absolu français magnifique qui s'appelle Aimé Michel. Je recommande la lecture absolument des livres et des ouvrages d'Aimé Michel, qui a travaillé sur beaucoup de choses. Aimé Michel était à la fois un philosophe, un penseur fulgurant. Il a travaillé sur l'éthologie, par exemple, aussi. Et lui s'était penché sur cette vague de 54. Il en avait conclu que c'était un festival d'absurdité. J'adore ça, et j'adore sa définition. C'était le carnaval. Effectivement, ça paraît un festival d'absurdité. Alors, j'ai une anecdote là-dessus que j'aime beaucoup, c'est que Aimé Michel était très, très ami avec un de nos magnifiques poètes qui s'appelle Jean Cocteau. Et Cocteau était fasciné par les soucoupes volantes, absolument fasciné. Et un jour que Aimé Michel était venu le visiter, Aimé lui a dit, tu sais, Jean, je sais plus par quel côté vraiment appréhender ce dossier. C'est un foutoir sans nom. Et Cocteau lui a dit
mais je suis sûr qu'il doit y avoir un ordre dans ce désordre et c'est ce qu'il faudrait que tu cherches. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà. Très humblement, je ne fais que ça. Je cherche un ordre. J'essaie de trouver, si je peux. Je le fais très humblement, et voilà. Mais j'essaie parfois de trouver des constantes sérielles, d'essayer de trouver un ordre dans ce désordre. Et je suis persuadé qu'il doit y avoir un ordre dans ce désordre, mais que, en l'état de nos connaissances, c'est un peu difficile. En tout cas, ces constantes, elles vont ensuite perdurer dans le temps, dans les années suivantes, qu'on va observer un petit peu plus à la loupe aussi. Mais on a toujours ces mêmes constantes, des êtres un petit peu plus petits, le fameux Justaucorps, qui traverse toutes les décennies. Les soucoupes avec ce métal aussi de type aluminium, lisse, il n'y a pas d'ouverture visible, ou sur certains cas, des hublots. Mais en tout cas, les constantes de départ, des premières observations, restent les mêmes au fil des décennies. On peut, en alignant effectivement cette kyrielle d'observation, souligner et repérer constantes des choses qui reviennent régulièrement. Et alors, parmi les constantes, dès les années 50, il y a quand même un lien aussi avec les animaux qui vont alerter. On est souvent dans des endroits loin des grandes villes, donc plutôt des terres agricoles. Oui, c'est en terrain rural souvent, hein, Ouais. absolument. Et donc à l'époque, il faut remettre les années 50, la France est extrêmement paysanne. Il faut imaginer comment les gens vivaient à l'époque. Et il y a beaucoup de bétail, ce sont des fermes, des exploitations comme ça avec des chiens. Donc il y a beaucoup de bétail, absolument, et beaucoup d'animaux. Il n'y a pas peu du tout, ni d'ouvrages, ni de films, ni de quoi alimenter ou fantasmer un petit peu sur les ovnis. C'est-à-dire que c'est aussi de fait des populations qui ne sont pas au fait d'une activité. Alors il y a quelques livres, quelques romans, mais bon, qui sont souvent, souvent qui viennent du Nouveau Monde, des États-Unis, mais c'est vrai que dans la plupart de ces endroits extrêmement reculés, les gens n'ont pratiquement pas accès à ces ouvrages. Ça m'a interpellée dès le début des récits, les séquelles, l'après. Et justement, parmi ces constantes, dès les premiers témoignages qui sont recueillis, on est en train de le dire, les animaux qui vont donner l'alerte. Le point commun, souvent, c'est pétrifiés de peur, voire même les jours suivants, que ce soit les humains qui font ces expériences ou les animaux aussi. Il y a des disparitions aussi. Étrangement, les poules reviennent très souvent dans ces années-là, comme étant, alors soit peut-être beaucoup plus sensibles à du stress et donc ça quick derrière, mais comme étant peut-être sujet d'observation aussi de la part de ces êtres. Absolument, oui. En tout cas, il y a une curiosité. Ces entités semblent très curieuses et observent avec minutie tout ce qui les entoure. Le cas de Lucette Leboeuf est un cas absolument magnifique. Ça s'est passé en septembre 54. On est dans le département de la Drôme. Et on a une dame qui est âgée de 32 ans, qui était venue fleurir le caveau familial qui se trouvait chez son papa. Il avait plu et lorsque la pluie s'est arrêtée, vers 14h30, elle a décidé d'aller cueillir des mûres dans un petit chemin forestier qui était juste à côté du cimetière, un petit chemin qui était longé par un champ de luzerne. Et puis elle était avec sa chienne, qui s'appelait Dolly et qui était un petit cocker. Et puis à un moment donné, Lucette Leboeuf a aperçu une sorte d'épouvantail. C'est Dolly qui a averti sa maîtresse comme quoi il y avait une chose bizarre. Lucette Leboeuf a levé les yeux et elle s'est rendu compte que Dolly aboyait devant une sorte d'épouvantail. Et sur le coup, Lucette Leboeuf s'est dit vraiment, cette chienne est un peu stupide d'avoir peur d'un épouvantail. Enfin, c'est ridicule. Mais la scène après, tout a basculé parce que l'épouvantail s'est animé. Lucette Leboeuf s'est rendu compte que c'était une petite créature qu'elle a décrit un peu comme un enfant qui était enveloppée de cellophane. Elle a peur de sa vie. Elle s'est jetée en hurlant dans un bosquet d'arbustes qui était là et elle a aperçu juste après un engin décollé qui était en forme d'assiette renversée, en forme de soucoupe. Voilà, c'est un cas absolument incroyable. Alors effectivement, suite à ça, Lucette Leboeuf a été extrêmement malade. Elle a dû rester alitée pendant plusieurs jours. Avec de la fièvre aussi, pas que... Absolument, avec de la fièvre, tout à fait. Et même la chienne, même Dolly a été... Et la chienne, pendant 3 jours et 3 nuits, était tremblante de peur et bougeait plus de sa petite cachette. Absolument. Alors ce cas a été extrêmement enquêté. Ce qui était intéressant, en tout cas, c'est que Lucette Leboeuf était une dame érudite, véritable position sociale. C'était une femme qui était très cultivée. Donc il y a eu quelques moqueries, mais un peu moins que les cas similaires où c'était, par exemple, des agriculteurs, des paysans. Et il était très facile de se moquer des paysans. Tandis que là, Lucette Leboeuf, c'était un peu compliqué. Mais c'était un cas magnifique, le cas de Lucette Leboeuf. Alors sur les années 50, on a aussi le cas des époux Mouzin.
qui partent Oui, en voiture. Là, du coup, on a quand même 2 témoins en même temps et un phénomène, bah, où les lumières, je crois, de la voiture s'allument et s'éteignent. C'est pas eux qui sont aux commandes. C'est-à-dire que il y a tout déjà à il y a fait. une technologie qui est rapportée, qui est pas comprise. Alors, le cas des époux Mozart, ça s'est passé le 16 octobre 54. Hein, c'était près de Maubeuge. Ils avaient été visiter ils avaient été voir une parente qui avait eu un accouchement difficile. Et donc, c'est sur le chemin de retour que s'est passé l'impensable et l'invraisemblable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont aperçu une lumière au bord de la route. Gilbert Mozin conduisait une voiture toute neuve, une Aronde. Il était très fier de conduire cette belle voiture qui ronronnait. En apercevant cette lumière, il a quand même qu'est-ce que c'est. Il a essayé de ralentir, mais au moment où ils se sont trouvés à proximité de cette lumière, en fait, le moteur a continué de tourner. Par contre, les phares de la ronde se sont éteints. Et là, ils ont aperçu une sorte d'engin très étonnant qui reposait sur le bord de la route, une sorte de cigare qui mesurait à peu près 2,50 m de diamètre sur une hauteur de 3 mètres de hauteur. Et à l'intérieur de ce cigare, ils ont aperçu un personnage très étrange qui ressemblait, ont-ils dit, au bibendum de la publicité Michelin. Je ne sais pas si vous voyez, c'était un personnage. Le bibendum, c'était une espèce de personnage qui était entouré par des espèces de combinaison, avec des renflements partout sur le corps. Et là c'était pareil. Donc, là, c'est Madame Mozin qui était absolument terrifiée. Monsieur Mozin voulait s'arrêter en disant « J'ai un revolver dans le coffre, je vais aller voir ce qu'est cette chose bizarre ». Et Madame Mozin a hurlé, et Madame Mozin a avoué après que pendant plusieurs nuits, elle faisait des cauchemars et elle voyait cette créature au pied de son lit. Il faut savoir une chose, c'est que les Mozins ont été à l'époque extrêmement médiatisés. Ils sont passés à la télévision, ils ont eu le courage, parce qu'il faut saluer, vraiment, je leur rends grâce, et ils ont eu le courage de venir témoigner à visage découvert. Oui, mais ça fait aussi partie des points communs de toutes les personnes qui ont osé témoigner, qui derrière se sont fait, ça a été vraiment, il y a eu un avant et un après dans leur vie. Au-delà des séquelles qu'on déroulera aussi au fil des autres cas, mais point commun, c'est le harcèlement, d'être raillé, traité de fou, moqué. Il paie toujours très cher tous les témoins. Le premier, vraiment, le grand témoin de l'ère contemporaine des ovnis s'appelait Kenneth Arnold. J'avais retrouvé à la fin de sa vie, il avait envoyé un mémo aux agences de renseignement, au FBI, en disant, vous savez, si demain je venais à apercevoir un immeuble de 17 étages volé dans le ciel, traverser le couloir de vol de mon avion, je me la bouclerais. Le traumatisme est aussi intense. Puis la férocité des pairs et des contemporains. Oui. La plupart des grands témoins l'ont payé très très cher. On parle de quoi? D'internement, de tentative de musellement? Il y a eu de tout. Il y a le cas de Herb Schirmer. Herb Schirmer était un jeune policier de 22 ans qui lors d'une patrouille de routine, a aperçu drôle d'objet, l'a déclaré en tant que policier, de façon protocolaire, dans le journal de bord du commissariat de l'époque. Et suite à ça, ça a été une avalanche de maltraitance, d'insultes, d'horreurs. On a fait exploser sa voiture, sa femme l'a quitté. Les citoyens passaient leur temps à se moquer de lui. Ils avaient créé un mannequin à son effigie qu'ils pendaient dans le cimetière et qu'ils criblait de balles et qu'ils amenaient ensuite à la morgue. Enfin bon, ce genre de réjouissance qui fait qu'il a été obligé de quitter l'état où il vivait et il a terminé ses jours au bord de l'océan absolument désabusé et poigné par une grande tristesse parce que c'est un peu le prix habituel qu'ont payé les grands témoins. Alors qu'ils sont quand même quasiment tous passés par une analyse psychiatrique qui, chaque fois, 100% des cas, révèle que le témoignage est fiable, que la personne est fiable, que les voisins, la famille relatent très souvent le sérieux de la personne, pas de consommation d'alcool, de machin, pas de tendance à la rêverie ou la psychose. Et ça suffit pas à les préserver. Et aussi, beaucoup ont accepté de subir des tests à l'époque qui étaient des détecteurs de mensonges. Et la plupart ont subi ça de façon très positive, hein. C'est-à-dire que
on se rendait compte que beaucoup ne mentaient pas. Mais de toute façon, les canulars, les impostures sont très, très vite repérées. Quid des intimidations, des pressions effectuées par des soi-disant hommes en noir? Oui. Est-ce que tu as une documentation là-dessus? Oui, absolument. Dès 47, en fait. Dès 47, on voit apparaître ces personnages qui sont vêtus de noir, qui ont souvent des voix robotiques, qui ont le teint cireux, qui ont une élocution extrêmement guindée, étrange. Ils conduisent aussi souvent des très belles voitures, mais flambantes, des voitures très anciennes, mais absolument neuves. Et il semblerait qu'ils aient une mission, c'est-à-dire empêcher les témoins de s'exprimer concernant leur observation. Alors, c'est une réalité. Nous avons beaucoup de témoignages où ces personnages apparaissent. Ouais. Vraiment. Et j'ai retrouvé un rapport de police, par exemple, où l'un des policiers est stupéfait parce que c'était deux policiers qui ont été confrontés à un objet en forme de soucoupe à l'époque. Et l'un des deux policiers a été 2 ou 3 jours après, alors que l'histoire n'était pas du tout, c'était pas du tout ébruité, a été approché par 2 personnages qui l'ont invité dans un bar local comme ça, et qui étaient absolument au courant de tout ce que ces 2 policiers avaient vu. C'est troublant, ça pose question en tout cas. Effectivement. On aura également, si vous vous procurez l'ouvrage, le cas de Marius Dewilde et d'Antoine Mazot. On va passer aux années 60. Donc là, des cas emblématiques. Tu précises, la décennie des années 60 est historiquement féconde. Un peu partout sonne l'heure des grandes transformations. Les sociétés occidentales en pleine mutation s'étourdissent désormais entre loisirs et consommation. C'est l'âge d'or des contre-cultures, de la presse émergente et de toutes les révolutions, qu'elles soient vestimentaires, politiques ou sexuelles, pourvu qu'on taille en pièces les tabous d'antan. Ponctuant cette agitation terrestre, les ovnis rivalisent d'apparitions aussi nombreuses que spectaculaires, menant un sabbat cosmique qui, en coulisses, inquiète fortement les hautes instances. Curtis Emerson précise qu'il y a des cas qu'ils ne peuvent pas et qu'ils ne pourront jamais expliquer. Alors, dans ces années 60, quel est pour toi le cas le plus emblématique, justement, que tu as un peu documenté? Il y en a peut-être plusieurs, mais c'est celui qui t'a marqué principalement. J'aime beaucoup le cas de Pascagoula. Ouais. Mais ceci dit, par exemple, le cas des enlèvements des époux Barney et Betty, il est le cas fondateur. On peut pas l'omettre, on peut pas l'oublier, on peut pas le mettre de côté. C'est vraiment le cas fondateur des enlèvements, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, la panique commence à gagner le pays parce qu'il semblerait que 2 personnes aient été enlevées dans un vaisseau. C'est vraiment la première fois qu'on parle de ce phénomène. Et puis enlevé, pas pour aller faire une petite balade et faire copain-copain. En plus, c'est-à-dire qu'on fait des tests. Alors là, il est génial ce cas. Il relate de communication, de télépathie, de tests physiques. Là, on passe un cran supérieur quand même dans les témoignages. On passe absolument un cran supérieur. Et puis, c'est 2 personnes qui disent avoir servi de cobaye. Ils ont subi des tests extrêmement humiliants. Voilà, on leur gratte la peau, on leur a enfoncé à lui, à Barney, une espèce de tube bizarre dans le rectum. Enfin bon, c'est pas réjouissant. C'est pas très réjouissant tout ça. Mais alors ce cas a à la fois stupéfait et fasciné les États-Unis. C'est un cas absolument emblématique, extrêmement connu. Il y a eu des films, il y a eu des films de fiction qui ont été tournés en s'inspirant de leur cas. Et c'est comme je disais, c'est fondateur. C'est absolument un cas fondateur concernant ce qu'on appelle les enlèvements. Sur les années 60, moi, j'avais relevé le cas de Joe Simonton. Alors lui, c'est un petit peu plus rigolo, c'est le pancake. Le cas de John Simonton, c'est absolument génial. C'est génial. Ouais, tu veux bien nous raconter ça? Oui, le cas de John Simonton, c'est un cas à la fois drôle ici, mais c'est un cas qui pose aussi question. Lui, il avait 54 ans, il était plombier. Ça s'est passé dans l'État du Wisconsin aux États-Unis. Alors lui, il avait déjeuné en fait. Il était en train tout simplement de faire la vaisselle.
lorsqu'il a aperçu une chose bizarre qui tombait du ciel. Sur le coup, il a cru que c'était un morceau de son toit, d'ailleurs, qui s'était détaché. Et puis, regardant de plus près, il s'est rendu compte que c'était pas du tout un toit, que c'était en fait un engin extrêmement bizarre. Et c'est un engin métallique, toujours pareil dans ces années-là, qui mesurait à peu près entre 9 et 10 mètres, je crois, de long. Il s'est approché de ce truc, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Et puis au moment où il s'est approché, une trappe s'est ouverte sur la partie supérieure de l'engin, et il a vu surgir un petit personnage qui tenait à la main une sorte de cruche, et qui lui a demandé, qui lui a fait comprendre par geste qu'il avait besoin d'eau, et que voilà, et que Monsieur Simonton serait absolument adorable s'il pouvait remplir sa cruche. Voilà ce qu'il a fait. Ce qu'il est allé à faire, il voyait bien que tout ça était étrange. Et puis il est revenu, il a offert son eau à ce petit pilote étrange. Et comme il était très curieux, on le saurait à moins, et il a commencé à regarder ce qui se passait dans ce vaisseau, et il s'est rendu compte qu'en fait il y avait d'autres spationautes, dont un cuisinier. Et c'est cocasse comme situation. Avec beaucoup de curiosité, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, comme une sorte de remerciement, en fait, le petit spationaute s'est saisi d'un pancake, un pancake sidérant et sidéral, et l'a offert à Joe Simonton. Voilà. Ça, c'est un des cas qui est plutôt sympathique. Ouais, alors ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que Joe Simonton l'a goûté, et sa réaction, ça a été, c'est dégueulasse, en fait, ça n'a pas de goût, ça a le goût de carton, mais je comprends pourquoi ces aides sont si petits, parce qu'en mangeant ça, ils ne pourront jamais grandir. Voilà, ça a été incroyablement enquêté, c'est un cas qui a été énormément enquêté. Et oui, parce que là, du coup, il y avait une matière à étudier aussi. Absolument. Et oui. Il y avait, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'ils n'ont pas donné qu'un seul pancake, ils en ont donné plusieurs, je crois 3 ou 4. Il a pu fournir un de ces pancakes à l'Air Force à l'époque, qu'il a confié à ses laboratoires. Et puis voilà, donc les analyses n'ont pas donné grand-chose, sinon que c'était des pancakes, enfin on les appelait pancakes tout de suite, qui avaient été faits avec des matériaux tout à fait, c'était assez banal, de l'amidon, du sucre, du chlorure de sodium, voilà. Alors sur les années 60, on a encore 2 autres cas que tu évoques, dont les Trancas, un cas argentin. Un cas en Argentine, c'est un cas absolument incroyable aussi. Oui. Bon, on peut en parler peut-être brièvement, on va pas tous les énoncer non plus. C'est une famille, c'est une famille qui était une famille argentine. Qui était en train de déjeuner tranquillement, et puis lorsque soudain la petite domestique qui était au service de la famille est venue en leur disant qu'il y avait quelque chose de bizarre, qu'il y avait des lumières bizarres dans la cour. Au début, on n'a pas trop écouté, et puis ensuite elle est revenue encore plusieurs fois, cette fois en tremblant, en disant il y a un drôle d'objet. Donc, certains membres de la famille sont sortis, ont aperçu effectivement un objet en forme de soucoupe, toujours pareil. Il y avait à proximité de cette estancia, on appelle ça, ce sont des exploitations agricoles argentines, il y avait une voie ferrée qui passait, ils ont aperçu sur la voie ferrée une sorte de tunnel de lumière comme ça, dans lequel progresser des personnages, enfin des silhouettes humanoïdes. Et la panique est un peu montée en disant qu'est-ce qui se passe en fait. Ils ont eu tendance à rentrer tous dans la maison et à un peu se barricader. Et puis ces objets ont commencé à émettre des faisceaux vers la maison. Alors, ce qui était très étrange, c'est que ces faisceaux, vous savez, nous quand en pleine obscurité, on allume une lampe torche, le faisceau apparaît absolument d'un trait, comme ça, et ça crève l'obscurité. Là, les faisceaux, en fait, se déroulaient comme un ruban. C'est-à-dire que et les faisceaux avaient une particularité, c'est-à-dire qu'ils ont traversé les murs de la maison, faisant monter la température intérieure d'une façon absolument incroyable et effrayante. C'est un cas qui a énormément troublé l'Argentine, qui a été aussi enquêté par l'Air Force argentine à l'époque. Et c'est un cas qui a aussi beaucoup impressionné Spielberg.
Si vous revoyez ce magnifique film qu'est Rencontre du troisième type, il y a une scène comme ça iconique où il y a un petit garçon à un moment donné qui descend dans la cuisine et puis qui va être confronté à des choses étranges. Et il y a visiblement à l'extérieur, il y a des ovnis qui émettent des rayons lumineux et ces rayons lumineux traversent les murs de la maison. Et l'inspiration de Spielberg, c'est le cas de Trancas, en fait. En parlant de Spielberg et du cinéma, on bascule sur les années 1970, des années où on a pu voir l'apparition de films mythiques, L'Exorciste, Le Parrain, Les Dents de la Mer. Ah, c'est l'âge d'or du cinéma, là. On rentre dans l'âge d'or du cinéma. Ouais. Voilà, le box-office commence à voir le jour avec des blockbusters d'à l'époque, bien entendu. Oui, non, tu as raison, c'est l'âge d'or des blockbusters, en fait. C'est ça. Ouais, on commence à avoir les super méga productions et puis des films qui traversent les années et qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Oui. Et c'est également, alors si tu me permets de citer encore un petit passage, parce que ces passages introductifs sont magnifiquement écrits, c'est ce qu'on disait avec Tamara initialement. Tu dis, côté ciel, les ovnis s'en donnent à cœur joie, générant une littérature aussi profuse qu'éclairée. En 1972, le docteur J. Allen Hynek rédige Les objets volants non identifiés, mythes ou réalités, un véritable bréviaire. Dans cet ouvrage, Hynek propose une classification des observations d'ovnis encore valide de nos jours. Cette grille de lecture est à l'origine du film Rencontre du troisième type, dont on a parlé à l'instant. En France, on parle d'ovnis un peu partout. Le journaliste Jean-Claude Bourret, dont on parle encore aujourd'hui. Jean-Claude. Magnifique Jean-Claude Bourret. Il réussit le 20 février 1974 une interview historique dans le cadre de l'émission radiophonique Pas de panique, diffusée sur France Inter. Il interroge Robert Gallet, ministre des Armées de l'époque. Le responsable politique, c'est une première, accepte d'évoquer le sujet. Elle déclare: ce que je crois profondément, c'est qu'il faut adopter vis-à-vis de ces phénomènes une attitude d'esprit extrêmement ouverte. Et là, on a les premières divulgations d'État qui commencent à voir le jour discrètement. On n'est pas encore à David Grush, mais c'est les prémices. Ah ben absolument. Et puis on a le GEPAN, on est quand même pionnier en la matière. Alors GEPAN controversé quand même. Est-ce qu'ils sont inféodés ou pas? Mais que ce soit un FED ou pas, enfin aujourd'hui, en tout cas, ça a été une grande première. C'était impensable. Enfin, je sais pas, c'est impensable que on crée une officine d'État à l'intérieur du CNES dont la mission est de s'occuper de ces ovnis, enfin de ces secours volantes, quoi. Enfin, de s'en occuper, ça fait partie des questions que je voulais poser, parce que dès le départ, on n'étudie pas, on considère pas qu'il peut y avoir de l'échange, de l'interaction. Dès le départ, c'est une menace. C'est-à-dire que dès le départ, on étudie. On zigouille quand même. Et on étudie clandestinement, parce que... c'est une façon d'étudier qui est quand même propre à l'humain. C'est-à-dire que d'abord, on détruit, après, on étudie. Oui. Alors, il y a plusieurs raisons. Première raison, c'est, je pense, pour ne pas semer de panique. Puis, il y a des raisons beaucoup moins avouables. Mais de toute façon, ça a toujours été comme ça. Les grandes découvertes... sont d'abord mises sous le tapis, en premier lieu. Oui, regardez ce qui s'est passé avec le projet Manhattan et les travaux sur la bombe nucléaire. C'était absolument confidentiel. Ils ont quand même créé une ville, pratiquement. Et personne n'en avait jamais entendu parler. Et puis, et le malheureux ou la malheureuse qui avait le malheur de dire il se passe quelque chose de bizarre, voilà, on la faisait passer pour quelqu'un d'une berlue, etc. Mais c'est un peu la réputation qu'on adosse au GEPAN encore aujourd'hui, en disant bon, c'est une officine qui a été créée pour... Le GEPAN a fait... Alors, je vais faire un peu l'avocat du diable quand même, mais le GEPAN a fait, je pense, des travaux extrêmement intéressants. C'est-à-dire que je pense que c'est proportionnel à la direction. Quand le GEPAN a été créé à l'époque, c'était créé par l'initiative de Claude Power, et Claude Power était passionné par le sujet, vraiment passionné. Et puis, au fur et à mesure des décennies passant, il y a eu des responsables qui étaient beaucoup moins passionnés. Il y en a même eu certains qui étaient très sceptiques. Donc, dès l'instant où c'est sceptique, ils avaient qu'une envie, c'était de balayer le sujet. Enfin, mais à l'origine, je crois que le GEPAN c'était des gens qui étaient absolument passionnés par le sujet, vraiment passionnés. Quand on voit ce qu'a fait Claude Power, c'était incroyable.
Et est-ce que c'est dans ces années qu'on a pu voir le début des protocoles arriver dans le manuscrit, dans le petit manuel du gendarme, par exemple? Dès l'instant où on avait un ministre des Armées qui s'est exprimé en disant qu'il fallait prendre ce sujet au sérieux, dès l'instant où on crée ce bureau à l'intérieur du CNES, quand même, c'est tout ce qu'il y a de plus officiel, hein. Automatiquement, les gendarmes, il y a un protocole qui suit, et puis les gendarmes doivent absolument, en tout cas, prendre en compte les témoignages, et puis, en tout cas, les inventorier, les classer. Ça c'est pas toujours passé comme ça, parce qu'on a beaucoup de cas en France où des témoins se sont fait railler. C'était très, très difficile, mais en tout cas, voilà, quelque chose était amorcé. Alors dans les années 70, on a plusieurs cas, l'elfe des neiges, le Pascagoula, une drôle de friandise aussi, ça c'est une anecdote. Ouais, on est dans le cas inverse là où c'est les spationautes, comme tu les appelles, qui tendent une friandise à manger, Oui, et qui oblige. Qui oblige. Oui, c'est pas une invitation, c'est tu manges ça. Voilà. Ce cas est très étrange parce que on a un témoin qui se rendait à son travail le matin très tôt en mobilette, et en dépassant un pont comme ça, en quittant le bourg où il habitait, il dépasse un pont. Il y a deux créatures vraiment qui sont au milieu du chemin, qui arrêtent la mobilette. Et ce qui avait stupéfait notre témoin, c'est que il n'avait ni freiné, ni ralenti, ni freiné, ni ralenti. Donc, il n'a jamais compris comment ils avaient pu arrêter sa course. Et puis, ces deux témoins étaient un peu bizarres. Ils étaient surtout vêtus d'accoutrements un peu étranges, parce qu'il y avait une espèce de boîte sur la tête, une espèce de truc carré sur la tête. Et ils l'ont obligé à ingérer une drôle de friandise, quoi. Donc, ce qu'il a fait, il était tétanisé, il était terrorisé en fait, hein, et il l'a fait pour se débarrasser de ces deux intrus. Et alors il a payé très cher lui. Visiblement la friandise ne l'a ni empoisonné ni causé de dommages physiologiques, mais c'est que par contre il a fini par raconter ce qu'il avait vécu, et il a essuyé un nombre d'insultes, d'humiliations. C'est terrible, c'est absolument terrible de voir la férocité que peut induire ce genre de témoignage. C'était un ouvrier extrêmement humble, hein, il avait 59 ans à l'époque, et c'était un homme, comme on disait, au-dessus de tout soupçon, quoi, un homme tranquille qui n'avait jamais fait parler de lui et qui est devenu la cible de railleries insupportables, quoi. Alors, à l'inverse, on a deux témoins qui ont eu des séquelles très très graves et inexpliquées. Je fais référence à ces skieurs, alors si j'ai bien noté, Arnaud et Esco, avec des séquelles physiques, et ils ont été exposés à de la lumière. Et eux, pour le coup, ça les a marqués au niveau de la santé. Alors, eux, ça s'est passé en janvier 70, hein, c'est vraiment le début de la décennie, et ça s'est passé en Finlande. Là, on a deux skieurs, hein, qui ont 36 et 38 ans. Ce sont des sportifs aguerris, et ils ont l'habitude d'aller skier sur les pentes enneigées, d'une colline, pas très loin, à 2 km de chez eux. Et puis, ils ont l'habitude de faire ça, hein, et puis ce jour-là, ce 7 janvier 70, il va se passer une chose bizarre. Ils vont apercevoir une lumière dans le ciel, et ils se sont arrêtés en fait pour faire une petite pause, et ils regardent absolument étonnés cette lumière, un peu consternés, et c'est d'autant plus consternant que cette lumière est en réalité un objet qui va venir se poser à côté d'eux. Et alors, il s'est pas vraiment posé, il est resté en sustentation, un petit peu comme ça, à quelques mètres du sol, et l'objet a émis une sorte de rayonnement en forme de cône, comme ça, et à l'intérieur du cône, lentement, s'est matérialisé un petit personnage très bizarre, avec une sorte de bonnet, avec un nez très crochu,
euh, qui était vêtu d'une combinaison, enfin, d'un juste au corps pratiquement, d'un matériau vert clair, et il tenait à la main une sorte de boîte. Nos skieurs ont pensé que c'était une sorte d'appareil photo. On ne sait pas ce que c'était, mais en tout cas, qu'il a braqué, hein, sur un des skieurs. Et puis, il s'est dématérialisé et l'objet a disparu ensuite à une vitesse vertigineuse. Mais ce qui a été terrible dans ce cas, c'est que suite à cette observation, nos 2 skieurs l'ont payé très cher. Donc, l'un des skieurs a vécu un épisode migraineux pendant des semaines, rien ne pouvait le soulager. Son urine était devenue noire comme du café pendant plusieurs mois. Il perdait l'équilibre, il ne pouvait plus se servir de sa main droite, donc il a dû quitter son travail. La main qui avait été éclairée justement par ce faisceau. Absolument. C'est-à-dire tout le côté qui avait été éclairé par ce vaisseau était paralysé. Et ça a duré des mois et des mois. Et le second, c'était guère mieux. Hein. C'était pareil, ça a été perte d'équilibre et puis surtout des gros problèmes aux yeux. Il était obligé de consulter un ophtalmo régulièrement. Oui, il est resté aveugle quelque temps. Oui, absolument. Puis ils avaient des éruptions comme ça, cutanées sur la poitrine. C'est comparable à des radiations. Hein. Évidemment, ils se sont posé la question de radiation et nope. Oui, mais en tout cas, moi, je vois un ovni aujourd'hui. J'en ai jamais vu. Hein. Mais si j'en vois un, je m'écarte. Parce que de tous les retours que j'ai eus... J'ai lu le bouquin, moi aussi. Alors que j'aurais eu tendance à dire « Yo, les copains !» Et il faut. Et le troisième livre, le livre précédent, qui s'appelait OVNI, sommes-nous en danger, oui. J'ai inventorié en fait tous les cas où des témoins du hasard ont souffert dans leur chair profondément, où les effets étaient extrêmement dommageages. Mais ça fait partie des questions où certains ont perdu la vie. Ouais. On a des cas absolument monstrueux. On a un cas au Brésil où on a un personnage qui s'est décomposé, qui est tombé en morceaux, littéralement en morceaux. C'est-à-dire que les morceaux de son corps se détachaient, ses oreilles, son nez sont tombés devant la famille et les témoins horrifiés. Quoi. Enfin, c'est des cas. Il y a le cas de Michalak. Le cas de Michalak est un cas extrêmement intéressant, qui était ce gémologue amateur qui avait repéré une veine de quartz dans le forêt du Manitoba au Canada. Et pareil, ça ressemble un peu au cas de Imjarvi, de skieur, et pendant que Michalak était occupé à essayer de dégager une veine de quartz comme ça, un objet s'est posé tout près de lui. Et lui était certain que c'était un prototype secret de l'armée. Et il s'est approché de cet objet en forme de soucoupe, il l'a dessiné, parce que c'était un bon dessinateur, il avait un carnet, donc il a pu dessiner sur le vif, ce qui est très intéressant d'avoir ce témoignage. Et l'objet a pivoté sur lui-même alors qu'il était tout à côté, et il s'est retrouvé face à une grille d'évacuation qui a à ce moment-là propulsé un gaz brûlant. Il s'est enflammé carrément, il a été obligé d'arracher sa veste, son t-shirt, parce que il était en flammes, et il avait sur la poitrine, c'était très étonnant, il a gardé sur la poitrine en fait des brûlures en damier pendant très longtemps. Et alors ce qui était très étrange, c'est que ces brûlures disparaissaient et elles réapparaissaient régulièrement. Comme des stigmates. Et lorsque ce damier réapparaissait sur sa poitrine, il se mettait à dégager une drôle d'odeur d'ozone. Alors, le cas de Michalak, c'est un cas absolument insensé. Aujourd'hui, il y a plusieurs ouvrages. Et pour vous dire, le Canada a même frappé une monnaie aujourd'hui sur son cas. Il existe une monnaie sur le cas du cas Michalak, pour vous dire à quel point c'est devenu plus qu'officiel. C'est pas très jovial. On aura la minute manichéenne où on demandera gentil, méchant, c'est des bons, c'est des mauvais. À la fin, je sais que la question taraude Tamara. Oui, mais tu sais, on peut déjà l'explorer parce que c'est une petite partie de l'ouvrage où tu t'appliques justement à rétablir un petit peu cette balance en répertoriant aussi des cas de guérison miraculeuse. Donc, on ne peut pas avoir cette vision manichéenne tout noir ou tout blanc. Hein, ça nous pose question avec un témoin qui est carrément
potes, hein. Ça y est, ils sont devenus amis, ils se donnent rendez-vous. Il reçoit des invitations à diffuser sur la place publique, donc à montrer ses blessures et à montrer la guérison. Ça, c'est un cas qui est complètement stupéfiant et finalement, le membre qui a été, guéri de façon miraculeuse produit lui-même des miracles. Donc là, c'est pareil, on est face à des cas où, C'est un témoin qui avait un cas, qui s'était blessé et qui avait un bras extrêmement massacré. Oui. Et, il était tombé à travers une vitre, enfin, une porte vitrée, et en essayant de se dégager, il s'est arraché tous les tendons, etc. Enfin, bon, on est en Amérique du Sud. Hein. Au Chili, il me semble. Ouais. On est au Pérou, je crois. Et très très vite, son bras s'est infecté et le bras était gangréné. On a des photos du bras. Les photos du bras, les photos sont absolument atroces. Les rapports disent que le bras sentait, c'est-à-dire que le bras était en putréfaction, quoi. Donc les médecins ont dit il faut vite amputer, on n'a pas le choix. Ce témoin Cervantes dit avoir croisé la route de spationautes, hein, d'entités venues d'ailleurs, ses frères galactiques comme il les appelait, et qui ont guéri son bras comme ça, juste en appliquant. Ils lui ont ordonné de ne surtout pas aller à l'hôpital. Absolument. Oui. Et lui ont donné un rendez-vous. Donc, demain, tel jour, telle heure, au lieu d'aller à l'hôpital. Dans les Andes, absolument dans les Andes. C'était particulier parce que ils lui ont demandé de se déshabiller entièrement, mais être tout nu dans les Andes, il fait extrêmement froid. Moi, je connais les Andes, j'adore les Andes, mais il fait très froid. J'ai des souvenirs de froid, mais monstrueux. Et puis, il y avait un vaisseau à ce moment-là. Enfin, il dit que lentement, il a été aspiré par ce vaisseau et ses amis, d'ailleurs, ont éclairé son bras avec d'un rayon et son bras a guéri miraculeusement. Et le lendemain, enfin les jours suivants, il a fait le tour de tous les gens qu'il connaissait. Il est passé à l'hôpital voir les médecins pour montrer son bras et son bras était absolument guéri. Et ce qui était très étrange aussi, c'est que son bras émettait une sorte de luminosité aussi. Et Tamara, tu as raison, en plus son bras faisait un peu des miracles, des choses très étranges, oui. On passe aux années 1980, le début des années 1980, qui est marqué par une grave récession économique. Tu dis cette récession mondiale qui affecte une grande partie du monde développé. Pourtant, de façon générale, consumérisme et matérialisme mènent plus que jamais la danse. En 80, on a Ronald Reagan qui est élu 40e président des États-Unis d'Amérique, tandis qu'un redoutable virus nommé HIV, le fameux, sème mort et effroi. Gorbatchev qui devient le chef de l'Union soviétique en 85. On a Tchernobyl en 86. MTV invente le concept de chaîne musicale, en rappelant que tu es un musicien, on va en parler un petit peu aussi par la suite, en diffusant des clips non-stop. Bon, je suivais cette chaîne étant plus jeune d'ailleurs. Bon, elle est plus trop d'actualité, je ne sais pas si on peut la retrouver encore sur le câble. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, après 28 ans d'existence, le mur de Berlin est démantelé. Question espace, le 28 janvier 1986, l'année de ma naissance, par ailleurs, la navette spatiale américaine Challenger OV-099 se désintègre au décollage après 73 secondes de vol, causant la mort de 7 des membres de l'équipage. Et les ovnis, toujours présents, rivalisent d'apparitions furtives, libérant ça et là d'improbables créatures. En ces débuts de décennie, on en croise notamment dans les Caraïbes et en Amérique latine. Et là, tu nous parles directement des lutins stellaires aux mains palmées. Alors, je voudrais que tu nous parles de ce cas-là, parce que... c'est un cas génial, j'adore ce cas. Ça s'est passé à San Juan, qui est situé dans l'île de Porto Rico. Voilà, ça s'est passé en mars 80. Et on a en fait une famille lambda qui vit tranquillement dans sa petite maison à Porto Rico. Et puis, ce soir-là, on a un frère et une sœur qui ont 16 ans et 12 ans. Et qui sont réveillés en fait par un bruit et par leur chien par les chiens, leur chien et ils ont 2 chiens, je crois, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'ils ont 2 chiens qui aboient et puis les chiens du voisinage aussi aboient. Donc ils sont réveillés par ces aboiements intempestifs, ils se disent qu'est-ce qui se passe et ils vont se mettre à la fenêtre, ils vont regarder et là ce qu'ils vont apercevoir les laisse sans voix. Parce qu'ils ont aperçu des petits êtres. Le plus grand mesurait à peu près 1,50 m et les 2 autres, enfin les 3 autres petits, je crois, mesuraient 90 cm.
Et alors eux, ils étaient vêtus de combinaisons marron foncé, extrêmement moulantes. Ils avaient un visage qui était gris. Ils avaient des oreilles longues et pointues. Et ils avaient surtout, ce qui a frappé les enfants, ils avaient de très grandes mains qui étaient palmées comme les canards. Voilà, c'est ce qu'on racontait les enfants. Et ils semblaient avoir aussi le corps un peu couvert d'écailles. Alors, je sais pas, on sait pas si, enfin, les enfants disent qu'ils ne savent pas si c'était vraiment des écailles ou des petits boutons de couleur foncée. En tout cas, seul leur visage et leurs mains étaient absolument lisses, étaient glabres, voilà. Et ils étaient en train de fouiller, ces êtres étaient en train de fouiller dans le jardin, hein. Ils regardaient un petit peu tout ce qu'il y avait. Ils semblaient absolument passionnés par le poulailler. Donc, à nouveau les poules. Hein. À nouveau les poules. Et d'ailleurs, il y en a 2 qui décéderont après le passage. Poules, oui, Pauvre bête. il y a un tropisme entre les spationautes et les poules. Et c'est pas, il y a un truc avec les poules. Il y a une vendetta contre les poules. En 54 aussi, il y a eu les poules. Enfin, il y a eu plusieurs cas. Il y a plusieurs cas où les poules. Là, dans le cas que tu nous racontes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une empreinte qui est restée sur de la tôle. Oui, absolument. Le lendemain, la famille est allée. Les parents ont pris très au sérieux ce que racontaient les enfants. Ils sont allés un peu explorer le jardin et ils ont trouvé, il y avait une plaque de métal qui était là. Et sur cette plaque, il y avait une main. L'empreinte d'une main étrange, d'une main palmée. C'était un cas et il y a eu des témoins. On sait aussi qu'il y a eu des témoins. Il y avait 2 personnes qui rentraient là, à ce moment-là dans une maison voisine de la famille et ces témoins ont aperçu l'OVNI et des créatures qui fuyaient furtivement. Donc c'est un cas absolument étonnant aussi, le cas des palmipèdes venus d'ailleurs. Et on arrive tout doucement du coup sur des cas avec des comportements étranges et notamment des prélèvements. Alors, oui. Il y a différents cas qui sont répertoriés. Un coup, c'est de la roche. Un coup, c'est... tout à l'heure, on l'a pas mentionné, mais un des cas que tu nous racontais où finalement, c'est un sac de terreau qui a disparu. Il y a eu quand même une interaction pendant 2 heures entre les 2 protagonistes. Ça a blablaté un petit peu. Et puis quand même... Le cas de Gary Wilcox, oui, absolument. Oui, le sac de terreau a disparu. Et là, c'est pareil. On arrive sur plein de cas. Alors, un coup des... Oh, je sais plus, je les ai notés, mais il y a beaucoup de choses. Il y a les cas magnifiques. Des fleurs... Il y a le cas de Rosa Lotti en Italie, qui est un cas absolument incroyable. Ça chaparde, quoi. Oui, ça chaparde, absolument. Mais un de mes préférés, c'est vraiment celui de Rosa Lotti, qui s'est passé en novembre 54, hein, dans la province de Arezzo, en Italie. C'était une dame extrêmement croyante. On était le 1er novembre, donc c'était une fête religieuse. Donc elle s'était préparée très tôt le matin pour aller porter des œillets sur l'autel de la Madone. Voilà, la patronne du pays. Il faut voir qu'on est en 54 dans un endroit complètement isolé, extrêmement pauvre. Rosa Lotti ne sortait jamais de sa ferme où elle travaillait beaucoup. Donc voilà, c'était un peu l'événement. Alors elle s'était faite belle ce jour-là. Elle avait mis sa plus belle robe, elle avait mis ses plus beaux bas. Et puis ses plus belles chaussures. Mais manque de chance, dès qu'elle est sortie en fait de sa ferme, il s'était mis à pleuvoir et le sol était boueux. Alors comme elle voulait être belle, remettre ses fleurs face à la Madone, elle avait décidé, elle a enlevé ses bas, ses chaussures. Et elle s'est dit, je vais me rendre à l'église. Mais il fallait qu'elle traverse un bois, comme ça, à pieds nus. Et puis, quand j'arriverai au village, j'irai laver mes pieds à la fontaine, je remettrai mes bas et mes chaussures. Voilà. Donc, et puis, soudain, elle est tombée sur 2 créatures, sur une fusée de créatures qui lui ont vraiment piqué un de ses bas et ses œillets. C'est ça chaparde. Alors... Ils étaient fascinés par ses bas et ses œillets. Et ils lui ont volé ses œillets et son bas. Elle était absolument furieuse. Et on a à loisir comme ça, alors des oignons. C'est un cas extrêmement célèbre en Italie. Le cas de Rosa Lotti est un cas absolument extrêmement célèbre. Ça intrigue. Alors, moi, j'avais une question pour toi à ce sujet des chapardeurs de l'espace. Pour moi, il y a une incohérence avec la technologie. Technologie que nous, on n'a pas du tout, d'accord, sur plein de domaines différents. Et pourtant, au fil de ces lectures, on se dit, mais quand même... Ils viennent voler des choses très basiques, quoi.
Ils n'avaient pas besoin d'attendre 1940 ou 1950 pour prélever un petit peu d'eau ou s'intéresser à des poules qui sont là depuis les dinosaures ou prélever de la terre. Ça m'a beaucoup interpellé la nature de ce qu'ils prélèvent. Alors, est-ce que c'est pour des études géobiologiques, savoir où est-ce qu'on en est en termes de saturation, et cetera? Et là, dans ce genre de cas, comme avec cette dame, je dis: «Bah non, c'est très basique en fait, des bas et des œillets». C'est très étrange cette C'est différence. c'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'aime énormément la définition d'Aimé Michel, que je trouve toujours d'actualité, c'est un festival d'absurdité. Ah oui, eh oui. Alors on peut Oui, à ce moment-là je aussi pense. convoquer l'hypothèse de Jacques Vallée. Ouais, c'est qui est? Jacques Vallée, dès les années 70, va sortir de la théorie qu'on appelait Tollet-Boulon, c'est-à-dire jusque dans ces années-là. Pour les ufologues, on avait affaire à des objets Du palpable, oui. solides, manufacturés. C'est pour ça que ça s'appelle Tollet-Boulon, conçus par des êtres venus d'ailleurs et qui traversaient l'immensité spatiale pour venir nous visiter. Voilà. Et Jacques Vallée commence à dire ça colle pas. Comme exactement ce que tu dis, Tamara, tu vois, il y a des choses qui collent pas. Et lui, il a émis l'hypothèse que je trouvais extrêmement intéressante, en fait, d'une sorte de métasystème qui nous manipule depuis longtemps et qui serait peut-être d'ailleurs sans doute à l'origine de toutes nos spiritualités et croyances. Et pourquoi pas? Ouais, de toute manière, on parle toujours des mêmes choses, mais avec un vocabulaire différent. C'est ce qu'on aime à dire sur cette antenne. Les religions, la théologie, l'eschatologie, l'ufologie, tout se rejoint. On en parlait avec Cyril dans Il était une fois le monde. Oui, parce que dans toutes les cosmogonies, dans toutes les croyances, dans toutes les spiritualités, de toute façon, c'est toujours... là, il y a une constante absolue. Il y a un ordre dans ce désordre. C'est que ce sont toujours des dieux, des anges, des créatures, on les appelle comme on veut, qui viennent du ciel. C'est nommé aussi dans ton livre, hein. Il y a tout un chapitre, justement sur Sur l'histoire, les Amérindiens. amérindienne. Oui, c'est Oui, génial ça, avec les ça peuples du c'est très ciel. important pour moi parce que j'ai toujours eu un grand intérêt et grand amour pour les cultures amérindiennes et j'ai pu passer tu as vécu un petit moment là-bas avec eux. Et que ce soit beaucoup dans le sud aussi, dans le nord. Et ils m'ont appris beaucoup de choses. Pour eux, ce phénomène est extrêmement banal, est extrêmement normal. Enfin, alors quand je dis banal, ça peut être spectaculaire parce qu'ils peuvent vivre des expériences spectaculaires, mais c'est quelque chose de totalement intégré. Le Star People, ils appellent ça le Star People, le peuple des étoiles. C'est très étonnant parce que pour nous, ça semble être un ramassis de calembredaine. C'est précisé en début d'ouvrage. Hein. Tu parles de ces peuples-là qui sont encore présents sur place et qui n'ont aucune appréhension à parler de ces sujets-là, pour lesquels ça fait partie de leur culture depuis déjà plusieurs siècles. Mais partout, en même temps, c'est fou parce que la Polynésie, c'est ça, l'Afrique, c'est ça, les Dogons parlent de créatures qui descendent du ciel. Ne parlons pas, alors si on parle de l'Asie, on parle de l'Inde, les Vimanas, les dieux venaient sur des espèces de plateaux en métal. Pour nous, c'est cadeau. Hein. Il y a une espèce de constante comme ça qui fait que de toute façon, quand j'étais en Bolivie et que je suis allé au bord du lac Titicaca, j'ai pu voir la porte du soleil, ce qui reste de la grande cité de Tiwanaku. Les Indiens Quechua nous expliquaient que c'était l'histoire de Viracocha qui est descendu un jour du ciel et qui a apporté l'agriculture, qui a apporté l'architecture, qui est retourné là-bas. C'était un dieu blanc pour eux. Enfin, c'est toujours, il y a cette constante, c'est-à-dire que toutes ces spiritualités, la spiritualité là, par exemple andine, cette spiritualité andine, pareil, est induite par des créatures qui viennent du ciel. On passe aux années 90, puisque le temps file et défile à toute vitesse, c'est tellement passionnant. Cette année, alors là, les années 90, on parlait de 47. Alors 47, c'était le début, c'était les prémices, c'était les inventions. 90, c'est la mise en application et la disponibilité au grand public pour les micro-ondes, pour les ordinateurs, pour les téléphones portables, pour les réseaux de téléphonie mobile et bien entendu
le World Wide Web, donc l'ancêtre d'Internet tout simplement. Les OGM squattent nos fruits et légumes. Et oui, hélas. On séquence le génome humain, on teste l'ADN, refrain techno, grunge ou hip-hop secoue la planète. Pour être à la page, on parle désormais de start-up, de globalisation, de nouvel ordre mondial, hein, bien sûr. C'est le néolibéralisme qui commence à imposer ses dictates en interdisant les formes de modèles alternatifs. Et puis, tu illustres cette décennie aussi avec un cas unique. Tu dis qu'il est hautement représentatif et c'est vrai que c'est un des plus grands cas. Alors Tamara, je vais te laisser poser les premières questions. On parle du Varginha, un crash des créatures aux yeux rouges. C'est le cas qui a le plus marqué Tamara, je crois. Oui, ça m'a beaucoup marqué parce qu'alors là, on a absolument tous les ingrédients dans ce cas-là. On a différents témoins, on a des descriptions physiques, on a un contact, on a des élucubrations, on a les militaires qui sont dépêchés sur place pour capturer la créature vue par différents témoins, puis pour derrière dire pas du tout, regardez par là, plutôt un éléphant rose, vous inquiétez de rien, tout se passe bien. On a absolument tous les ingrédients dans cette histoire. On a derrière un décès totalement inexpliqué avec des maladies incroyables, 5 infections pour un seul bonhomme qui a été celui qui l'a touché et approché. Un jeune militaire qui s'appelait Marco Elicere, c'est oui, qui est décédé. On a tous les ingrédients. Le corps médical, le corps scientifique est dépêché, qui est tenu au silence, qui ensuite fait quelques révélations. Alors s'il te plaît, est-ce que tu veux bien nous raconter cette histoire ? Je l'aime profondément. D'ailleurs, c'est le cas qui illustre la couverture de mon livre. Hein. J'ai voulu l'une des créatures de Varginha, et c'est mon ami Armand Altaï qui m'a gentiment. Je lui ai donné les dossiers, et c'est elle qui a, selon les descriptions et les dossiers, refait de façon géniale cette créature aux yeux rouges. Alors, Varginha, d'abord, ça s'est passé c'était passé en janvier 96. Varginha, c'est une petite ville qui est à 350 km de Rio de Janeiro, dans l'état du Minas Gerais, au Brésil. Voilà. Donc, ça va commencer, en fait, visiblement par une alerte du NORAD, qui est l'organisme qui surveille le ciel américain et canadien, qui aurait aperçu un drôle d'objet qui se dirigeait vers le Brésil. Et puis, le premier détail que nous avons, en fait, on a un couple d'agriculteurs qui étaient sur le point de s'endormir et qui sont alertés par le raffut que mène leur bétail. Et ils vont faire comme à Porto Rico, comme les 2 enfants de Porto Rico, ils vont se mettre à la fenêtre et ils vont apercevoir que effectivement leur vache court dans tous les sens, complètement affolée en hurlant, parce qu'elles sont survolées par un drôle d'objet, et cet objet semble mal en point parce qu'il perd des morceaux de fuselage. Voilà. Et on sait que cet objet s'est éloigné comme il pouvait et s'est craché tout près de la ville de Varginha. La seconde observation, qui est sans doute la plus iconique, on va dire, du cas. Donc on est le 20 janvier 96, il est 15h30 et on a 3 amis qui ont aidé une copine à déménager et qui rentrent chez elle. Et pour rentrer chez elles sont obligées de passer par une sorte de terrain vague. Et elles sont un peu inquiètes parce que ce terrain vague est souvent mal fréquenté parce qu'il y a des garçons qui viennent là et qui fument de la marijuana et qui les embêtent. Donc elles sont un peu inquiètes, mais ce jour-là, beaucoup de chance, le terrain vague est absolument désert et elles aperçoivent quelque chose au début comme une souche étrange qui est posée contre un mur. Donc, elles vont s'approcher et se rendre compte que il ne s'agit pas du tout d'une souche, il s'agit d'une créature. Une créature étrange qui était agenouillée avec sa tête tournée vers le mur. Elle mesurait à peu près 1,50 m de hauteur. Elle avait le corps brillant, comme huileux, en fait, comme couvert d'une sorte d'huile. Ce qui était aussi très étonnant, c'est que ses veines étaient très apparentes sur son cou et sur ses épaules. C'est surtout sa tête qui a terrorisé les jeunes filles. D'abord parce que cette créature avait des yeux rouges, et puis elle avait 3 protubérances au-dessus de son crâne. Et pour ces jeunes filles qui étaient très religieuses, elles étaient sûres que c'était un démon qui était cornu, en fait.
Donc, elles sont rentrées chez leur mère en hurlant, en disant « on a vu un démon ». Voilà, cette histoire, on est à Varginha, donc c'est aussi voilà un endroit rural et cette histoire a fait rapidement, absolument rapidement le tour. Voilà, donc tout le monde a commencé à parler de cette histoire. On connaissait ces trois filles, Liliane, Katia et Valkyria, qui étaient des trois jeunes filles qui n'avaient jamais fait parler d'elles et qui étaient très, très tranquilles. Donc, on les a prises rapidement au sérieux. Ça c'est 15h30. Et ensuite, vers 18h, il y a eu une averse de grêle absolument monstrueuse sur la ville qui a d'ailleurs qui a détruit des vitres et des pare-brises. Et là, on a, là, c'est le moment un peu dramatique de l'histoire. On a des jeunes policiers qui font une patrouille de routine. Et à un moment donné, il y a une créature qui déboule sur la route. Donc, ils freinent à mort, ils dérapent, voilà, ils font de l'aquaplaning parce que la chaussée est détrempée. Et il gare la voiture et il s'approche de cette créature. C'est un des jeunes policiers qui va s'approcher de cette créature. Ce jeune policier s'appelle Marco Elicerese et il est frappé par l'état de détresse de cette créature. Elle lui paraît blessée, en tout cas elle le regarde avec une sorte de regard extrêmement perturbant, implorant. Et pris de pitié, il va la saisir. Il va la prendre à bras-le-corps et il va la déposer délicatement sur le siège arrière de la voiture de police. Et il va le payer très très cher puisque c'est ce jeune policier qui, dans les semaines qui vont suivre, va mourir dans des souffrances absolument atroces. Parce qu'il va être en fait contaminé par, visiblement, par 3 ou 4 bactéries. En tout cas, il va développer 3 infections simultanées, c'est létales, ce qui c'est totalement jamais vu, quoi. Voilà. En tout cas, voilà, cette créature a été capturée. Et elle a été déférée à la base militaire. D'autres créatures ont été signalées aussi. Des pompiers sont allés, en ont capturé, les ont mises dans des boîtes recouvertes de filets. Donc on sait que plusieurs créatures ont été saisies et aux mains des hautes instances brésiliennes. Voilà. Alors le moment le plus étonnant de cette histoire, c'est que des médecins, des chirurgiens ont été mobilisés par l'armée pour venir à l'hôpital général opérer une de ces créatures. Les médecins ont raconté qu'ils n'avaient jamais vu un état de siège pareil, c'est-à-dire que l'hôpital était cerné par des hommes en armes. Ils ont été amenés dans une salle, on leur a absolument rien dit, et on les a fait rentrer dans une salle. Les médecins ont dit qu'en rentrant dans cette salle, il y avait déjà des infirmières qui avaient des regards absolument paniqués. Et le chirurgien en chef raconte, il dit j'ai vu une table d'opération, il y avait un petit corps qui était recouvert d'un drap. Je me suis dit ça doit être le fils, c'est l'enfant d'un haut gradé qui a dû avoir un accident, c'est pour ça que l'hôpital est gardé par l'armée. Donc il s'est approché, il a soulevé le drap et il a été confronté pas du tout à un enfant homo sapiens, mais à une créature absolument incroyable. Et là, sa description correspond totalement à celle des 3 jeunes filles, de Valkyria et de Katia. La créature, il l'a décrit comme ayant cette peau huileuse, ayant ses yeux rouges, ayant ces 3 protubérances au-dessus du crâne. Et ils vont l'opérer. L'opération, ils se posent beaucoup de questions parce qu'ils ne veulent pas l'anesthésier en se disant on ne sait pas
d'où vient cette créature, quelle est cette créature, comment peut-elle réagir à l'anesthésie. Ils ne veulent pas non plus la mettre sous oxygène en se disant ça peut la tuer, mais ils vont en tout cas constater qu'elle a une fracture ouverte de la jambe et ils vont l'opérer. Ils vont dire que la créature ne réagit absolument pas. Elle n'a pas de réaction comme si elle souffrait, elle ne réagit pas. Et le chirurgien en chef dira ses yeux me gênaient. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui me gênait, je n'ai pas osé vraiment le fixer, j'ai tout fait pour éviter ce regard, ses yeux qui étaient rouges, sombres. Et puis à un moment donné, malgré moi, je me suis penché sur lui et mon regard a rencontré le sien. Et à ce moment-là, ses yeux se sont animés. C'était comme une sorte de tourbillon, comme de vortex rouge comme ça. Et cette créature m'a transmis un nombre incalculable de données, de connaissances. C'était si violent que j'ai failli m'évanouir, j'ai failli perdre connaissance et j'ai eu extrêmement de violentes migraines pendant plusieurs semaines. Et ce qu'il m'a dit était absolument incroyable. Il m'a dit notamment qu'ils avaient beaucoup de peine pour nous parce que nous autres humains avions oublié que nous étions des créatures spirituelles dans un corps aléatoire, hein, dans un corps qui durait peu de temps et qu'on était coupé de notre spiritualité. Or, si on se reconnectait avec notre spiritualité, on serait capable de faire des choses absolument incroyables, des choses qui nous fascinent, comme le genre de choses que ces créatures sont capables de faire. C'est-à-dire ces créatures peuvent s'auto-guérir. Il faut savoir que le lendemain de l'opération, le chirurgien a dit qu'il était stupéfait parce que la plaie était cicatrisée, cautérisée et l'os était ressoudé. Ça fait partie des choses que j'avais relevées, justement le côté triste de cette créature, hein, qui est triste pour l'humanité. Alors tu citais là un passage avec ta permission, que j'aurais bien aimé lire. Vas-y, tu peux le lire avec plaisir. Et oui, parce qu'on ressent du coup, enfin, j'allais dire, dans une interaction aussi une forme de compassion ou d'empathie, d'émotion, en tout cas. Quelque chose on attribue aux humains. En tout cas, moi, j'ai de l'empathie, beaucoup. Ah, écoute, le témoignage est quand même assez parlant. L'étrange créature transmet au praticien une énorme quantité de savoir. Elle lui dit qu'elle ressent une peine immense pour les êtres humains. Cela pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils ignorent qu'ils possèdent le même potentiel et les mêmes capacités pour réaliser toutes ces choses que les sciences sont capables de faire. Ces prouesses que les terriens trouvent si merveilleuses et magiques. Par exemple, il m'a dit que dans des cas de blessure ou de maladie, il ne serait pas nécessaire de maintenir quelqu'un de son espèce dans un lieu de soins comme celui-ci. Il a ajouté que soit individuellement, soit en se réunissant, ils pouvaient produire l'énergie capable de guérir leur corps. Et la seconde raison pour laquelle cet être éprouvait une véritable peine, c'est que nous ne semblons pas nous rendre compte que nous sommes des êtres spirituels, vivant dans une enveloppe temporaire, et que nous sommes totalement déconnectés de notre moi spirituel. On a, sur un autre témoignage, pareil, une approche aussi empathique avec une créature qui laisse entendre que on devrait s'intéresser à d'autres technologies parce que là, le chasse-neige n'est pas super efficace. Et oui, tu vois, donc c'est les 2 témoignages. C'est un cas magnifique, c'est un cas amérindien, en fait. Oui, et qui lui transmet, pareil, toujours avec une communication télépathique très éprouvante pour l'être qui la reçoit, parce que chargé de migraine les jours suivants, il faut vraiment s'en remettre apparemment, ce type de communication. Et par 2 fois, du coup, on a le point de regard de créature avec un point de regard empathique, de compassion, voire même de grande tristesse pour notre humanité. C'est saisissant. Absolument. Absolument. Le cas de Virginia est un cas très émouvant, extrêmement émouvant. C'est pour ça que je tenais vraiment à ce qu'il soit en couverture du livre. C'est un cas qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup bouleversé quand je me suis penché sur ce cas-là. Si ce cas vous intéresse, il existe un livre qui est complètement dédié à ce cas-là. Et puis, il y a le magnifique reportage de James Fox, qui est un enquêteur nord-américain. Je vous conseille vraiment le reportage de James Fox, qui est absolument superbe, parce qu'il avait eu la chance de rencontrer les jeunes filles lorsqu'elles étaient toutes petites. Il les avait interviewées, et puis il y est retourné des années après, donc on les voit aujourd'hui, adultes. Elles n'ont pas changé un seul mot de leur témoignage. Elles sont toujours extrêmement bouleversées par ce qu'elles ont vu. C'est un très très beau reportage. Il a pu aussi avoir
voilà, il a retrouvé certaines personnes qui ont accepté de parler des années après. C'est le documentaire de James Fox, c'est vraiment un petit bijou concernant Virginia. Mais le cas a été renommé le Roswell brésilien, hein, c'est pour dire quand même Absolument. la référence. C'est quand même assez propre. Et là, du coup, on a un florilège. Là, c'est du n'importe quoi. L'armée derrière qui nous raconte qu'en fait, non, mais en fait, c'est parce qu'il y a un nain avec sa femme qui voulait accoucher. C'est pour ça que les militaires. Là, on est face à des situations. On dit, mais c'est la, c'est la cour C'est burlesque, c'est burlesque, c'est pathétique, mais vraiment en même pathétique, temps. parce que Ouais. et puis l'armée a menti. L'armée dira oui, il y a eu de l'animation dans la ville parce qu'on préparait une fête. Or, si on se penche sur les calendriers, on se rend compte que la fête a eu lieu une semaine après. C'est-à-dire que toutes les excuses et les explications de l'armée étaient pipotées, tout était faux. Il faut savoir aussi que la famille de Marco Licerese est encore en guerre contre le gouvernement encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la mère et la sœur se battent pour avoir accès vraiment aux documents concernant ce qui s'est réellement passé. Oui, parce que le policier qui a approché et qui a récupéré justement cette créature, qui est décédée, j'avais noté 26 jours après, ça a été quand même rapide et dans d'atroces souffrances. La famille, il faut savoir, n'a pas eu droit à des funérailles, ils n'ont jamais pu voir le corps, il n'y a pas eu d'autopsie officielle. Rien. Ils n'ont même pas pu le visiter parce qu'il a été hospitalisé. Ils n'ont pas pu aller à l'hôpital lui rendre visite et ils n'ont pas pu assister aux funérailles. Alors moi j'ai pu récupérer un des rapports, le rapport médical en fait, donc qui est assez incroyable. Mais bon, il y a encore concernant le Virginia, il y a encore beaucoup de choses occultées, il y a encore beaucoup d'opacité. Hein. Mais j'avais trouvé pour terminer, si Tamara, à la limite, si tu veux le lire, c'est tout à la fin du chapitre, parce que le dernier rebondissement que je trouve absolument incroyable, c'est cet ufologue brésilien qui a un ami d'enfance haut gradé qui un jour l'appelle et lui dit tu sais, je peux te montrer quelque chose. Je voudrais te montrer quelque chose qui t'intéresse depuis toujours, mais je ne peux pas te le donner, je peux juste te le montrer. Donc, cet ufologue qui s'appelle Paccaccini raconte... Une vidéo de 4 secondes seulement. Voilà, il s'agit d'une vidéo de 34 secondes, voilà. L'ufologue n'en croit pas ses yeux et des années plus tard, évoquant le visionnage de ces quelques images, sa voix tremble encore d'émotion. Sur l'écran, c'était elle, la créature aperçue en 1996 par les 3 filles Fatima, Katia et Valkyria. Elle possédait les mêmes traits, les mêmes caractéristiques, ce que bien des militaires m'avaient déjà confirmé. Il y avait là 4 hommes, plus un 5e derrière la caméra. Ces hommes soutenaient cette créature pour qu'elle tienne debout. Elle était frêle, fragile et visiblement mourante. Ils ont tenté de lui donner un petit morceau de pomme, puis un bout de banane et une feuille de laitue, ce qu'elle a systématiquement refusé. Ils ont tenté également de la faire boire, sans succès. L'ufologue précise que lorsque les hommes la lâchaient, la créature s'affaissait comme une poupée de chiffon. Elle émettait un petit son plaintif, comme un bourdonnement d'abeilles, et les hommes semblaient incommodés par une forte odeur d'ammoniac qu'elle dégageait. Ces 34 secondes, conclut Paccaccini, valent pour moi une vie entière. Il faut que vous puissiez comprendre. Elle représente tout pour moi. C'est un des derniers rebondissements que j'avais pu saisir. Bourdonnement d'abeille, le bourdonnement d'abeille, on l'a déjà entendu, enfin on l'a déjà relaté dans d'autres histoires aussi. Un peu plus tôt, parce que là on est dans les années 90. Un peu plus tôt, d'autres témoins utilisent cette même sonorité pour décrire des voix ou des sons étranges de bourdonnement d'abeilles. Une sorte de ronronnement comme ça, de vrombissement. Hein. Oui, tout à fait. Je trouve l'histoire de Virginia très émouvante, hein, vraiment. Eh ben, on est hélas un peu pressé par le temps, on va devoir un petit peu passer à la suite. De toute manière, on a relaté les années 50 aux années 2000 quasiment. Alors en préambule, tu parles
des années 2000, 2010, 2020. Ce livre qu'on vous recommande encore une fois, OVNI, les rencontres qui défient le FBI et le Pentagone, avec 56 cas recensés, documentés, dispose d'un préambule aussi dans lequel tu énonces les cas récents jusqu'au juillet 2023, parce que il a été paru en 2023 avec la grande audition qualifiée d'historique à Washington, intitulée « Phénomènes anormaux non identifiés, implications pour la sécurité nationale, la sécurité publique et la transparence gouvernementale ». Donc on a toutes les péripéties qui ont eu lieu aussi avec David Grush. Bon, tout le monde est au courant de l'actualité récente par rapport aux ovnis. On sait que ça se bouscule de partout. Est-ce que vous savez qu'il va y avoir au mois de mai encore une audition du Sénat américain sur 3 jours? Non, voilà. On n'est pas encore voilà. très tenu au courant. Eh ben, on essaiera de se tenir informé. On compte sur toi pour nous relayer les informations. Avec plaisir. On pourra faire un jour, si vous voulez, on pourra faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Ça sera avec plaisir. Bien sûr. Alors moi, je veux passer aux questions des co-créateurs et je dois bien entendu rappeler, parce que c'est très important, vous êtes nombreux à nous avoir rejoints en tant que co-créateur. Donc c'est simple, il y a un petit bouton qui s'appelle rejoindre, pas sur les podcasts, mais c'est pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Et parmi les contreparties qu'on vous offre, c'est de participer en amont aux émissions. On vous donne la thématique, on vous donne le nom de l'intervenant, bien entendu, et on vous propose de poser vos questions. Et vous ne profitez pas de cette offre. Vous vous inscrivez, vous payez l'abonnement. Ils nous font confiance pour les questions. Voilà, bon. On va le prendre comme ça. Mais ils sont nombreux à nous avoir rejoints, donc à payer mensuellement 10 € et à ne pas poser de questions. Donc peut-être qu'ils ne trouvent pas. On vous le rappelle, c'est dans l'onglet communautaire. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Assez souvent, on poste des articles, entre guillemets, on poste des encarts dans lesquels on vous précise la programmation et dans lesquels vous venez poser vos questions. Alors, on a Cédric Smash qui, lui, ne loupe jamais le coche. Cédric Smash qui te demandait pourquoi, selon les chefs d'État, même au plus haut niveau, pourquoi ne sont-ils pas tenus informés des dossiers sensibles concernant les ovnis? Y a-t-il, d'après tes recherches, une structure parallèle ou un cloisonnement volontaire de l'information, même au sein des gouvernements? Alors, en ce qui concerne, question très intéressante, en ce qui concerne les chefs d'État, on sait une chose, enfin, on en déduit une chose pratiquement certaine, et on ne sait pas pourquoi certains chefs d'État ont été, comme on dit, briefés, d'autres non, sur le sujet. Alors, on le sait par exemple parce que Bill Clinton avait parlé à l'époque dans sa biographie autorisée, son autobiographie. Il avait confié que lorsqu'il avait été élu président, juste au début de son investiture, il avait demandé 2 dossiers. Le premier était le dossier de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy et le second était le dossier sur les ovnis. Et on lui a répondu, Monsieur le Président, vous n'avez pas le need to know, c'est-à-dire le besoin de savoir, et on ne lui a pas donné ces dossiers. Et il a confirmé plusieurs fois. Lors d'une conférence en Écosse, il y a un jeune garçon qui lui a demandé comme ça, c'était des questions très politiques, et puis il y a un jeune garçon qui avait 7 ans, je crois, 7-8 ans, passionné par le sujet. Les enfants sont magnifiques pour ça, parce qu'ils posent toujours un regard émerveillé sur notre monde, et qui lui a dit, mais Monsieur le Président, est-ce que c'est vrai qu'on a récupéré des soucoupes volantes à Roswell et des extraterrestres et des corps d'extraterrestres? Et là, il lui a dit, la réponse de Clinton, elle est incroyable. Il dit je ne crois pas parce qu'en tout cas, on n'en a pas parlé. Si ça s'est réellement passé, je n'ai pas été informé. Ce qui est incroyable de la part d'un chef d'État, du père du pays, Mais quand on entend l'ancien Premier ministre canadien, on n'a pas le même son de cloche. Quand on entend Medvedev, on n'a pas le même son de cloche non plus. Des sujets en termes de crédibilité, ils sont pas... non, mais c'est que certains haut placés, dignitaires haut placés, prétendent, eux, avoir été en contact, avoir eu des informations, que c'est une nébuleuse assez compliquée. Puis le cas de Jimmy Carter est très intéressant, parce que Jimmy Carter a été témoin. Il a même rédigé un rapport officiel à l'époque, et lors de sa campagne en 1976, il avait promis que s'il était élu, il l'ouvrirait, rendrait public, déclassifierait le dossier sur les ovnis. Et il a été élu, effectivement, mais
il a exprimé avec beaucoup de regrets plus tard en disant « j'ai voulu, mais je n'ai pas pu le faire ». On ne m'a pas permis de le faire. Il y a encore une instance au-dessus. Oui, bien sûr, oui. Parce que si l'on en croit les confessions de David Grush et d'autres, et bien d'autres aujourd'hui, parce qu'il semblerait que plein de langues se délient, il existe voilà, un groupe, on peut appeler ça comme je ne sais pas, en tout cas il existe un programme qui est affilié à des groupes occultes, qui régit cette histoire. On vous a parlé de Immaculate Constellation dernièrement. Là, je parle de choses officielles. Au Sénat, pendant une des auditions du Sénat, la dernière, on nous a parlé d'un programme qui s'appelle Immaculate Constellation et qui ne s'occuperait que de ça. Qui pilote tout ça, point d'interrogation pour l'instant, vraiment. En tout cas, c'est certain que de toute façon, c'est un sujet qui a mobilisé et qui intéresse depuis extrêmement longtemps les hautes instances et les officines de renseignement, puisque de toute façon, le sujet est considéré comme une menace nationale. Le fait que des objets violent, entre guillemets, impunément et à la barbe de tous nos dispositifs de sécurité, violent nos espaces nationaux, c'est considéré comme une infraction totale. Donc il serait déraisonnable d'imaginer que personne ne se soit penché là-dessus. Et aujourd'hui, avec la possibilité de recueillir des tas de documents déclassifiés, on se rend compte que ce sujet a tenu en haleine et même paniqué. Moi, j'ai des documents qui prouvent que dès les années 40, l'état-major est dans un état de panique absolue, mais absolue. Parce qu'ils se sont rendus compte que la plupart des lieux clandestins, occultes, militaires, qui travaillaient sur le nucléaire étaient survolés par ces phénomènes qu'ils appelaient des aérolites. Ça rejoint la dernière question qui est posée au niveau des co-créateurs. On entend parfois dire que lors de tests nucléaires, des boulons ou d'autres fragments métalliques inhabituels auraient été découverts, comme si des engins avaient été accidentellement touchés par les explosions. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet et sur un éventuel lien entre ces découvertes et les ovnis observés autour des... Alors, ce qui est absolument certain, c'est qu'il existe, mais ça c'est certain, un tropisme absolu entre ces apparitions d'objets et les endroits dédiés au nucléaire. Oui. C'est-à-dire que, comme je vous disais, je fais souvent la démonstration, dans certaines de mes conférences, j'explique que justement, je parle de cette état de panique de l'armée dans les années 40, et l'armée a décidé d'enquêter drastiquement sur ces phénomènes. Elle a contacté à l'époque un astrophysicien qui s'appelait le docteur Lapace, et lui a demandé de voir ce qui se passait, d'aller sur le terrain et de voir ce qui se passait. Et le docteur Lapace a rendu un rapport circonstancié en 1950, un rapport évidemment secret, for your eyes only, au ministère de la Défense nord-américaine. Alors, c'est intéressant, je prends parfois une carte des États-Unis, et puis je prends le rapport Lapace, et je prends des punaises rouges et en fait je punaise je punaise sur toutes les villes en fait qui sont citées dans le rapport Lapace. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que n'importe quel belligérant qui aurait eu en main à l'époque ce rapport pouvait localiser de façon certaine toutes les bases militaires secrètes liées au nucléaire. Okay. Il y a eu des C'est-à-dire que ces objets ont désigné tous les endroits. Ça commence avec Roswell, où il y avait la flotte des bombardiers qui ont de tristes mémoires transporté l'arme nucléaire à Nagasaki et Hiroshima. Il y a Killeen, Alamogordo, Trinity. Enfin, c'est tous les endroits qui étaient liés à des recherches nucléaires secrètes ont été survolés par ces aérolites à l'époque.
C'est absolument incroyable. Qu'est-ce qu'on en conclut? Est-ce qu'on en conclut une vulnérabilité ou est-ce qu'on en conclut une forme de surveillance bienveillante? Et ce que je veux dire, c'est que ça n'a jamais cessé. Ça n'a jamais cessé. Nous-mêmes, chez nous, on l'a vécu. Je ne sais pas si vous vous souvenez des survols de nos centrales nucléaires par des drones. Oui. On a fini, nous, par... c'est Claude Lavatte, un éminent chercheur, ufologue, qui a baptisé ces drones des drovnis. Parce qu'on a eu les témoignages des responsables de certaines bases en disant que ce n'était pas des drones, parfois les objets étaient gigantesques, grands comme des stades de football, donc ce n'était pas des drones. Ça n'a jamais cessé. Le cas de Rendlesham en Angleterre, qui est un cas absolument insensé, où on avait une base américaine qui stockait des ogives nucléaires à l'époque, en territoire anglais, qui a vécu pendant 3 soirs, durant les fêtes de Noël, des observations absolument hallucinantes. Et un des responsables, le colonel Holt, qui disait que les soldats étaient devenus fous parce que les soldats chassaient l'OVNI dans les bois, s'était déplacé et a été lui-même témoin je dirais, d'une démonstration absolument ostentatoire. Un objet l'a survolé. Il a décrit cet objet comme une sorte d'œil, un truc circulaire, noir, avec un rond rouge palpitant. L'objet a émis un rayon qui a frappé les pieds du colonel Holt, et puis l'objet s'est séparé en 4 objets distincts qui sont partis dans 4 directions différentes. Le colonel Holt a tout enregistré. Il avait un petit magnétophone de poche comme ça, et puis il a rédigé un rapport totalement officiel qui a été balancé au Pentagone. Il ne s'en est jamais remis. Il en parle encore aujourd'hui. Enfin, et ce qu'il faut savoir, c'est que cet objet a survolé l'endroit où étaient stockées les ogives nucléaires et a balancé un rayon sur l'endroit particulier. On a le cas de Maelstrom, où on a un objet qui a désamorcé 10 ogives nucléaires en même temps, ce qui était impossible parce que ces ogives ne sont pas téléguidés, ils sont téléguidés de façon indépendante. C'est-à-dire, on peut à la limite en désamorcer un, mais on ne peut pas désamorcer les 10. Or, l'objet a désamorcé les 10 objets en même temps. Ils ont été en état de ce que les Américains appellent no-go, absolument en 1 seconde. C'est un cas absolument incroyable qui a mis l'Air Force et les renseignements militaires dans un état proche de la catalepsie. Voilà, donc oui, il y a un tropisme absolument évident entre ces phénomènes et nos recherches, voilà, et nos actions sur le nucléaire. OVNI enquête sur un secret d'État, les 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas. Sommes-nous en danger? Le tome 2 et bien entendu le petit dernier, les rencontres qui défient le FBI et le Pentagone, publié en 2023 aux éditions Max Milo. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous, Egon Kregel. Merci à vous d'avoir ouvert ce dossier, voilà, et puis de m'avoir permis de vous raconter des histoires. Parce que j'adore ça, voilà. Et j'ai juste toujours un avertissement. Mon avertissement est le suivant, c'est que si vous voulez faire une belle balade en terre OVNI, il faut absolument garder sa capacité d'étonnement et d'émerveillement intacte, parce que de toute façon, l'étonnement est toujours le premier pas de toute démarche scientifique, et c'est extrêmement important. On rappellera que tu es un artiste aussi, que tu as composé en 1983 un premier titre, The Alien, un 45 tours chez Caress Records, en 85 Go-Go Dancer chez Warner, Bella Vita, et alors en 87 et en 97 El Che Viva qui était disque d'or chez Vagram. En 2014, Oh the Glory de Balam Records. Oui, El Che Viva, c'est le résultat de mes périples en Amérique du Sud, absolument. Oui. C'était prémonitoire ou pas? Parce que quand même, ça interpelle que ton tout premier 45 tours en 1983 déjà s'appelle The Alien. L'histoire des ovnis, c'est l'histoire de toute ma vie. Et ça a commencé tout tôt, du coup. Ça a commencé, j'étais enfant. Et oui. Je suis fils du colonel, mon papa était colonel. Et j'ai coutume de raconter que mon papa organisait des dîners, parfois le dimanche, avec des amis pilotes. Et ces dîners étaient la plupart du temps pour moi d'un ennui putride, parce que
Ça parlait de quoi? Ça parlait de l'Indochine, de l'Algérie, du réarmement, etc. Donc c'était terrible pour l'enfant que j'étais. Je m'y ennuyais à périr. Et puis, lorsque visiblement la chair était goûtue et que le vin était propice aux confidences, les amis pilotes parlaient et racontaient des histoires absolument insensées qu'ils avaient croisées dans leur couloir de vol, des objets à la manœuvrabilité totalement inédite. Et moi, à ce moment-là, c'était une porte vers un ailleurs, vers un enchantement qui ne m'a jamais quitté. J'étais absolument tout jeune. Et lorsqu'on parlait ce sujet à la maison, mon père, qui était un homme extrêmement pragmatique, en parlait de façon très sérieuse. Donc oui, je suis tombé dans le chaudron des ovnis. J'étais enfant, c'est l'histoire de toute ma vie. Ma première enquête, je l'ai menée, j'avais 13 ans, j'avais assiégé ma mère pour qu'elle me jette dans les lavandes à Valençol, parce que en 65, il y avait eu une observation qui est un des plus beaux cas français, qui est le cas de Valençol. Et bon, on en parlait beaucoup pendant des années. C'est un des cas iconiques français, Valençol. Et donc, je m'étais dit, j'avais 13 ans, bien des années après, je me suis dit, bon, si Maurice Mas a vu un objet le 1er juillet 65 dans sa lavande, je vais bien en voir un. Donc je suis parti enquêter là-bas, j'avais 13 ans. Et puis le virus, j'étais contaminé et il ne m'a jamais quitté. Donc les ovnis, c'est l'histoire de toute ma vie. Et c'est pas étonnant que quand j'ai enregistré mon premier 45 tours avec un groupe qui s'appelait Venise à l'époque, j'étais le chanteur d'un groupe qui s'appelait Venise. On a enregistré ça en Belgique. Le disque a été distribué par un label qui s'appelait Play It Again Sam, un label punk à l'époque. Et le premier titre que j'ai jamais enregistré s'appelait The Alien. I am an alien. Voilà, je suis l'alien. C'est l'histoire de toute ma vie. On te remercie encore pour ce travail exceptionnel et pour tous ces témoignages. Est-ce que je peux juste faire deux petites déclarations? Bien sûr. On va finir avec ça. Que je ne dise pas de bêtises, parce que voilà, je serai, ça me tient à cœur, je serai le 10 et le 11 mai 2025 dans une rencontre ufologique qui s'appelle le Fest OVNI et qui va avoir lieu à la Turballe en Loire-Atlantique. Et ce sont des moments incroyables parce que en fait, ça se passe pendant 2 jours et il y a plusieurs intervenants, je serai là-bas. Et c'est l'occasion jamais de se voir, on peut dîner ensemble. C'est-à-dire que toute personne qui a envie, si vous venez, on peut passer vraiment des moments ensemble, de discuter, de dîner ensemble, parce que ces moments sont rares en fait. C'est pas toujours, comme je vous le disais tout à l'heure, hors émission, nous autres écrivains vivons beaucoup de moments de solitude. C'est-à-dire écrire un livre, c'est être en apnée et être très loin du monde, très loin des autres en fait. Donc pour moi, ce sont toujours des moments privilégiés. Voilà, donc il y a ça, Et puis au mois de juin à Carcassonne, il va y avoir aussi absolument un très bel événement. Ça va être vraiment le premier congrès jamais réalisé autour des cas d'enlèvement, des cas d'abduction. C'est vraiment absolument une première. Ça a lieu à Carcassonne. C'est le 28 et le 29 juin exactement, à l'Odéum de Carcassonne. Vous pouvez trouver des infos sur un site qui s'appelle Ex-Situ, EX-SITU. Alors là, c'est pareil. Et ça vaut vraiment la peine parce que pour la première fois, on va avoir la chance de pouvoir rencontrer un grand écrivain américain qui s'appelle Whitley Strieber. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Whitley Strieber. Whitley Strieber est un grand écrivain à succès américain parce que la plupart de ses ouvrages ont été adaptés à l'écran dans des films à succès. Par exemple, c'est lui qui avait écrit Wolfen, c'est lui qui a écrit Les Prédateurs, qui a été adapté avec David Bowie, Catherine Deneuve à l'époque. Et Whitley Strieber a sidéré un peu le pays parce que il a sorti une trilogie. Le premier livre s'appelle Communion, le second s'appelle Transformation, où il raconte ses propres abductions, c'est-à-dire que ce sont 3 livres autobiographiques. Et ça a été un très grand choc aux États-Unis. Alors ces livres ont eu un énorme succès,
et on aura l'occasion justement à Carcassonne de pouvoir être avec Whitley Strieber. Il va y avoir des tables rondes et il va y avoir des rencontres avec Whitley Strieber. Donc, je pense vraiment que ce sont de beaux moments. C'est pour ça que je me permets d'en parler, parce que ça vaut vraiment la peine. Et puis, les amateurs pourront toujours, c'est le moment ou jamais de le rencontrer, de discuter avec lui, de faire signer vos livres, etc. Ça se reproduira pas de sitôt, voilà. Eh ben, le message est passé, Egon. Merci pour notre communauté. Ils seront, je pense, friands de ce genre de rencontres. Et puis, on privilégie toujours les rencontres dans le réel lorsqu'on peut le faire, hein, tout simplement. Absolument, c'est beaucoup plus chaleureux. C'est plus vivant, effectivement. Merci, Egon, pour ta présence. Tamara, merci d'avoir été là aussi. On rappelle à tous ceux qui nous suivent qui peuvent aller sur Odola pour se procurer les formations qu'on a mis à leur disposition, qu'elles sont certifiantes. J'espère qu'on a pu rêver un petit peu, qu'on a pu les faire participer à certaines aventures toutes plus intéressantes les unes que les autres. Oui, et puis enfin une approche justement journalistique neutre, on l'a déjà dit en début d'émission, donc n'hésitez pas à aller découvrir les ouvrages d'Egon Kregel si vous ne le connaissez pas encore. C'était mon cas, moi je me suis jamais caché que c'était pas forcément le sujet dans lequel j'ai le plus d'attrait. Là, je me suis fait sincèrement complètement happer, et par l'écriture et par le regard qu'Egon porte aussi, tout en restant neutre et non influent. Et ça se mange tout seul, ça se lit tout seul. On va d'une petite histoire à l'autre. On commence peut-être vous aussi, vous allez jouer le jeu comme moi, de mettre des post-it de partout pour essayer de trouver des points communs, de trouver réponse à ces questions si mystérieuses depuis la nuit des temps. www.mdesine.com si vous voulez chercher un thérapeute holistique ou quantique dans votre région. On se dit à très bientôt. C'est bientôt la fin de la saison 3. Peut-être une surprise pour cet été. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, bye.